Je vous présente Madame Annie Gézégou, qui est professeure des universités en sciences de l'éducation et de la formation à l'Université de Lille depuis 2013, chercheuse au laboratoire CIREL et enseignante également au département des sciences de l'éducation et de la formation de l'Université de Lille. Au plan scientifique et depuis près de 25 ans, Annie Gézégou conduit et dirige des recherches sur les dimensions technico-pédagogiques et socio-pédagogiques qui favorisent l'autonomie des apprenants adultes en contexte de e-formation, e-learning, blended learning, serious game, MOOC, e-portfolio, e-portfolio, etc. Pour le département CEF, elle a notamment en charge les dispositifs de formation à et par la recherche de niveau prédoctoral. Elle est aussi responsable de la formation doctorale de l'équipe interne Trigone du CIREL. Elle est par ailleurs directrice de la publication de la revue Transformation. Un parcours qui gagne à être exploré. Nous sommes particulièrement heureux de vous accueillir, Madame Gézégou. Et sans plus tarder, la parole est à vous. Alors, lors de mon intervention, je vais partager avec vous mes réflexions et plusieurs aspects de mes travaux de recherche sur en l'occurrence, parce que j'ai plusieurs objets de recherche, mais celui qui me taraude et qui me met en activité depuis déjà bientôt 13 ans, c'est la présence à distance en contexte distanciel. Alors, nous, en France, on dit e-éducation, e-formation, on peut dire aussi tous les anglicismes qu'a cité tout à l'heure Madame Demers. Et pour cette conférence, dont les grandes thématiques sont collaboration et interaction, je me suis dit comment finalement apporter des éléments sur cette présence à distance vue sous cet angle-là de la collaboration et des interactions. Et donc m'est venue l'idée qui m'interpelle souvent, c'est le passage de l'apprentissage solitaire à un apprentissage solidaire. Alors vous me direz, il n'y a qu'une lettre qui les sépare. Hein. Solitaire, il y a un T, solidaire, un D. Il n'y a qu'une lettre, mais il y a un grand pas, voire parfois un fossé. Et l'une des propositions que je fais, c'est de créer une présence à distance, mais pas n'importe quelle présence à distance, et c'est ce que nous allons voir ensemble. Alors, aussi, ce qui est important aussi de dire avant de poursuivre le développement, c'est que pourquoi j'ai également choisi cet objet-là, au-delà du fait qu'il va de fait impliquer d'échanger ensemble sur la collaboration et sur les interactions. Pourquoi? Eh bien, c'est lié à deux grands constats. Je vais les résumer assez rapidement. Depuis quelques décennies, donc moi, ça fait à peu près 30 ans que je travaille dans le domaine on va dire, de l'enseignement à distance, de la formation à distance, tant au niveau de la pratique que de la recherche. Et ce que je constate, et je suis pas la seule, c'est que les efforts d'ingénierie sont souvent centrés sur les aspects technico-pédagogiques. Alors, c'est-à-dire, on se pose des questions, quelle plateforme je vais utiliser, comment je vais médiatiser mes ressources ou mes supports, comment je vais intervenir, avec quels outils. Quand je dis je, on se situe souvent du point de vue de l'enseignant ou du formateur ou du superviseur, je sais pas comment, ou du tuteur, mais pas forcément du point de vue de la personne vraiment en e-formation. Donc, il y a une centration des efforts d'ingénierie, des réflexions qui sont tout à fait louables et absolument indispensables. Mais la tendance, quand même, en termes de situation d'apprentissage, c'est de privilégier des situations individuelles d'apprentissage en ligne, avec bien sûr un accompagnement. Mais le modèle finalement dominant est celui de situations individuelles d'apprentissage et je dirais même de situations solitaires d'apprentissage. Avec une mise en retrait de situations groupales. Alors bien sûr, dans nombre de dispositifs de formation à distance, il y a des mises en situation groupale, mais ce n'est pas forcément la tendance généralisée. Donc c'est pour ça que je propose ce thème de l'apprentissage solidaire à l'apprentissage, de l'apprentissage solitaire à l'apprentissage solidaire. Alors,
De là, je vais présenter les choses peut-être d'emblée un peu caricaturales avec 3 petits dessins comme je les soumets. Bon, un apprentissage solitaire, ben, c'est un petit peu chacun chez soi, pas forcément connecté aux autres, mais de toute façon connecté à son ordinateur et aux ressources médiatisées sur lesquelles on travaille, à finalement se poser beaucoup de questions, à essayer de résoudre soi-même des problèmes, à essayer de comprendre. Alors il y a des moments, il y a des hauts, il y a des bas, hein, donc des moments de découragement et ces découragements sont, et là il y a des études au niveau international qui montrent bien que l'une des raisons majeures de l'abandon en formation à distance, hein, c'est le sentiment de solitude. Hein, c'est pour ça aussi que je vous invite à réfléchir sur l'apprentissage solitaire. Moi, je vais résumer par cette petite phrase, hein, c'est être et faire seul pour apprendre par soi-même. Alors bien sûr, vous me direz, bon, c'est un petit peu exagéré parce qu'il y a toujours un formateur, un enseignant quelque part qui le suit. Mais je vous dis, je prends la situation un peu extrême de l'isolement et donc de la solitude vécue et perçue par l'apprenant. Et puis, alors, vous avez l'apprentissage que l'on qualifie de solidaire, hein, de solidaire, donc que je peux résumer, que je vous propose de résumer à être et faire ensemble pour apprendre avec et par les autres. Et la question sur laquelle je vous invite à réfléchir avec moi, c'est comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre? Alors vous me direz, bien sûr, c'est une question d'ingénierie, bien évidemment. Souvent l'ingénierie et le montage de situations propices notamment à l'apprentissage solidaire qui permettra. Mais bien sûr, il y a beaucoup d'ingénierie possible pour effectuer ce passage. Moi, je vais vous inviter à réfléchir sur 3 leviers. Alors le premier levier, bien évidemment, il est absolument, je dirais, flagrant, c'est de mettre des personnes en situation de groupe. C'est-à-dire les inviter à réaliser une activité de groupe en distanciel. Il faut qu'il y ait solidarité, il faut qu'il y ait groupe. Ensuite, un petit peu moins évident, les inviter plutôt à collaborer qu'à coopérer. Alors là, on retrouve l'un des nœuds centraux de la journée, qui est la collaboration. Donc, les inviter à collaborer plutôt qu'à coopérer. Nous verrons la différence. Je me permettrai de le rappeler à certainement plusieurs d'entre vous, voire à l'aider à découvrir la différence pour les autres. Et puis, la proposition que moi je fais en tant que chercheur, c'est de créer une présence sociale à distance. Voilà, bien sûr, il y a énormément d'autres leviers, mais compte tenu du temps imparti, j'ai sélectionné ces 3 leviers qui me semblent absolument majeurs. Alors, nous sommes, alors je dis nous, eh bien, c'est les petites figures, là, toutes ces personnes, là, éloignées géographiquement, et qui vont utiliser des artefacts socio-numériques de communication. Alors, l'artefact, c'est un outil de communication, ça peut être un forum, un chat, une visioconférence, un document partagé. Ce qu'on appelle des artefacts. Donc, pour faire ensemble, eh bien, on collabore. Alors, là, je vais introduire la différence entre collaborer et coopérer. Faire ensemble, collaborer. Faire ensemble, pas de n'importe quelle manière, de façon conjointe, ça veut dire tout le monde en même temps, on fait tous la même chose au même moment. Alors peut-être pas au même moment, bien sûr, hein, parce qu'en formation à distance, c'est compliqué, c'est pas forcément au même moment, mais on travaille au même rythme sur la même chose, sur la même activité, sur la même tâche, au regard d'un but commun à atteindre. Alors ce but, ça peut être réaliser un exposé, ça peut être produire un document qui va être ensuite soumis à évaluation, réaliser une maquette, résoudre un problème, réaliser un projet. Bon, un but commun, ce qui n'empêche pas, bien évidemment, que chacun des membres du groupe ait ses propres objectifs personnels en participant à ce travail de groupe. Alors, collaborer, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas coopérer. Qu'est-ce que c'est que coopérer? Eh ben, coopérer, c'est réaliser une activité en groupe, bien évidemment, mais cette activité est décomposée en tâches, distribuées. Chacune des tâches, enfin les tâches sont distribuées vers plusieurs personnes du groupe qui réalisent cette tâche. Et généralement, il y a le leader ou la leader du groupe qui finalement met en synergie toutes ces contributions individuelles. Hein. Voilà, je vous résume
cela. Donc là, on est bien dans ce que je propose, dans la logique de collaboration, et on met de côté la logique de coopération. Alors, ensuite, pour être ensemble, ça veut dire quoi être ensemble? Ben, être ensemble, ça veut dire qu'on collabore, qu'on travaille ensemble, qu'on interagit ensemble dans un climat de qualité, et pas n'importe quel climat, un climat socio-affectif, hein, qui va être favorable à cette collaboration. Donc, être ensemble renvoie au climat socio-affectif qui règne au sein du groupe. Et puis, tout en apprenant, alors si en plus on apprend avec et par les autres, ben, c'est formidable. Alors, donc, être et faire ensemble pour apprendre avec et par les autres. Eh bien, c'est une configuration particulière. Hein. Déjà, la collaboration, c'est très particulier. Être ensemble dans un climat socio-affectif aussi, tout en apprenant, vous voyez, ça fait 3 dimensions quand même extrêmement puissantes. Et pour atteindre cette collaboration, donc ce qu'il est proposé, c'est de créer une présence entre les apprenants et avec le formateur. Alors moi, j'utilise le terme formateur parce que je suis culturellement et d'un point de vue identitaire dans le champ de la formation des adultes. Nous utilisons le terme, mettez-y enseignant, superviseur, tuteur, voilà, un agent éducatif ou un acteur éducatif. Alors, cette présence, elle n'est pas de n'importe quelle nature. Elle est sociale. Pourquoi nous la qualifions de sociale? Parce qu'elle est d'origine groupale. Ce n'est pas une présence interpersonnelle. Hein, c'est la présence produite par les personnes au sein du groupe. Elle est donc à dimension groupale. Et pour signifier cette dimension groupale, nous disons qu'elle est sociale. Alors, c'est le qui, nous. Alors là, je vais basculer un petit moment sur la recherche. Il existe actuellement 3 grands modèles théoriques de la présence sociale en contexte de e-learning ou en distanciel. Ces 3 grands modèles théoriques de la présence sociale à distance sont, alors peut-être que vous le connaissez puisque vous êtes de l'autre côté de l'Atlantique et c'est apparemment un monument, hein, de l'autre côté. Il n'est pas très connu encore en francophonie de l'autre côté de l'Atlantique, c'est-à-dire de mon bord, mais de votre côté, il est très connu. C'est le modèle of Community of Inquiry in e-learning, donc de Garrison, qui est le plus connu parce que ils ont, je dirais, entre une force de frappe très importante en termes de volume de chercheurs, et puis il a une certaine antériorité puisque Garrison a commencé à faire ses propositions, Garrison et Anderson à faire leurs propositions au début des années 2000. Vous avez un autre modèle qui s'appelle le modèle of social presence, qui est un petit peu plus confidentiel, qui est développé par Whiteside. Et puis moi de mon côté, le volet un peu francophone, depuis 2010, à partir de 2010, je me suis attelée à construire également un modèle théorique que j'ai intitulé le modèle théorique de la présence sociale en e-formation. Et bien évidemment, c'est de ce modèle-là dont je vais vous parler. Ce ne sera pas n'importe quelle présence sociale, ce sera celle que j'ai formalisée et modélisée. Alors, les 3 modèles ont quand même quelque chose en commun. C'est qu'ils se réfèrent tous les 3 à la même situation. Une situation où on a un groupe restreint d'apprenants, on dit qu'un groupe restreint est caractérisé entre 3 et 20 personnes. Déjà 20, c'est pas mal. Pour une dynamique de groupe, c'est pas mal. Il me semble que le chiffre idéal, le nombre idéal, c'est 12. Donc, ils sont bien sûr éloignés géographiquement et ils ont à réaliser une activité de façon collaborative, j'insiste là-dessus, via l'usage d'artefacts socio-numériques de communication. C'est la situation commune à ces 3 modèles-là. C'est la situation de référence. On est vraiment dans la dimension collective de la présence. Donc, elle est appelée présence sociale. Et ce que disent les 3 modèles, c'est que certaines formes d'interaction sociale médiatisée, et pas n'importe quelle interaction sociale, entre les apprenants et avec le formateur, permettent de créer une présence sociale à distance, et au sein d'un espace numérique de communication. C'est les grands points communs des 3 modèles. Alors, ce qui est important là, je répète, c'est certaines formes d'interaction sociale. Donc, l'enjeu a été, d'un point de vue scientifique, pour les personnes qui ont élaboré ce modèle, c'est de caractériser, d'identifier, de caractériser, de définir ces formes d'interaction sociale. Ce ne sont pas n'importe lesquelles.
Donc moi je vais vous soumettre, vous présenter les formes d'interaction sociale spécifiques telles que j'ai pu les travailler et qui font depuis bientôt 10 ans également l'objet d'études empiriques. Alors, dans ce modèle, la présence sociale est constituée de 3 dimensions. Alors, la première, c'est la présence socio-cognitive. La deuxième, c'est la présence socio-affective. Et la troisième, c'est la présence pédagogique. Et la combinatoire de ces 3 présences crée une présence sociale. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, chacune de ces formes de présence résulte d'interactions sociales spécifiques. Et nous allons voir pour chacune de ces présences quel type d'interaction sociale, et ça tombe bien qu'on en parle puisque c'est une des thématiques majeures de cette journée, quel type d'interaction sociale génère une présence socio-cognitive, une présence socio-affective et une présence pédagogique. Alors, la première qu'on va voir ensemble, celle que j'ai mis en bleu, c'est la présence socio-cognitive. Je vais m'attarder un petit peu parce que c'est quand même ça l'enjeu aussi, par rapport au modèle et par rapport, bien évidemment, à l'apprentissage solidaire. Donc, elle résulte de transactions communicationnelles médiatisées. Alors, peut-être que ça va pas dire grand-chose, va pas vous dire grand-chose d'emblée, mais je vais vous apporter des éléments. Qu'est-ce que c'est que des transactions communicationnelles ? Alors, ne pas confondre avec d'autres types de transactions. Les transactions communicationnelles, ce sont des interactions sociales vraiment très spécifiques. Ce sont des interactions sociales où tout d'abord, chacun va exprimer son point de vue. Ils ont quelque chose à faire. Chacun exprime son point de vue. Ensuite, il y a une confrontation des points de vue. Confrontation des points de vue, c'est-à-dire, non, moi je suis pas d'accord avec ce que tu dis, ah bah oui, mais peut-être que voilà. Donc une confrontation de points de vue. Ensuite, il y a des systèmes d'ajustement mutuel, de négociation et de délibération. Et tel que je vous présente les choses, vous voyez bien qu'on est vraiment dans un fonctionnement vraiment extrêmement démocratique. L'idée de la démocratie dans le débat démocratique. Le débat démocratique est basé sur des transactions communicationnelles et en l'occurrence ici, elles sont médiatisées. Alors, en gris, en petit là, ce que vous voyez, c'est tous les référents, tous les ancrages épistémothéoriques et tous les ancrages conceptuels qui étayent cette définition que bien évidemment, je vous ai simplifié ici par rapport à la définition, une définition qui est beaucoup plus complexe et beaucoup plus longue et que vous pourrez trouver notamment dans mon dernier ouvrage sur la présence. Alors, on continue. La présence socio-affective. Alors, c'est une autre forme de présence socio-affective, c'est une autre forme de présence. Alors, elle résulte d'interactions sociales et pas n'importe lesquelles. Ce sont des interactions sociales de cohésion de groupe, de symétrie de la relation et d'aménité entre les apprenants. Alors, je vais commencer par l'aménité, c'est ce qu'il y a de plus simple à expliquer. L'aménité, c'est un terme que je trouve très pratique parce que il associe plein de qualités, c'est-à-dire de la politesse, de la bienveillance, de la cordialité. C'est un climat d'aménité. La symétrie de la relation, c'est que finalement, quelle que soit son origine sociale, son origine religieuse, son origine, son niveau d'expertise, qu'on soit homme, femme, qu'on soit plus âgé ou plus jeune, eh bien, on est dans une relation égalitaire. On part du principe que chacun peut apporter quelque chose au groupe. On est dans une relation égalitaire. Et les interactions sociales de cohésion, eh bien, c'est le sentiment d'appartenir à un groupe, de trouver. Je vous donne quelques exemples là. Il y a beaucoup d'indicateurs pour la cohésion. C'est être content d'être ensemble, trouver de l'intérêt à ce que l'on fait, trouver de l'intérêt aux autres, être effectivement là, on retrouve le mot clé que je vous ai proposé au départ, être solidaire. Voilà. Et puis, bien sûr, il ne faut pas oublier la présence pédagogique du formateur, qui lui va interagir avec les membres du groupe. Alors, avec toujours en adoptant la bonne distance ou la bonne proximité, la bonne présence et la bonne absence. C'est un jeu d'équilibre qui n'est pas simple. Et les interactions sociales qu'il va développer
pour créer cette présence pédagogique sont des interactions sociales de coordination de groupe, c'est-à-dire une aide à la coordination. Il ne s'agit pas de coordonner pour le groupe, c'est de les aider à se coordonner, hein, à animer le groupe, mais pas directement, mais plutôt à donner vie au groupe. Hein. L'animation, animer, c'est donner de la vie, de la chaleur, apporter des ressources. Hein. C'est ça, animer, c'est mettre en mouvement. L'animation, animer, c'est mettre en mouvement. Hein, donc remotiver et puis modérer. Bon bah c'est modérer. Bon bah quand il y a un petit peu d'agressivité, un petit peu, la vie de groupe n'est pas un long fleuve tranquille, on le sait. Donc voilà, de modérer les ardeurs des uns des autres, des petits élans d'impolitesse. Voilà. Toutes ces formes d'interaction sociale permettent de créer une présence sociale déclinée en 3 dimensions. Alors, Madame Demers, n'hésitez pas à me dire si je suis en retard. Je vous vois là. Ça va très bien. Merci. Alors, comme tout modèle, il y a tout modèle théorique a une représentation schématique. Une représentation schématique, et bien évidemment, je vous fais l'économie de la représentation schématique globale, puisque ce serait long de la développer, puis ce serait lourd aussi par rapport au temps que nous avons. Et ce n'est pas qu'une histoire de temps, c'est une histoire d'absorption de l'information. Et voilà, et j'ai un souci pédagogique d'aller directement au fait. Donc, je vais vous présenter quelque chose de simplifié, un schéma spécifique simplifié. Donc, vous avez des données d'entrée et vous allez avoir une donnée de sortie. Et au milieu, c'est le cœur du réacteur. Hein. Le cœur du réacteur, c'est quoi? Eh bien, c'est l'espace numérique de communication. Hein. Par exemple, là, nous sommes tous dans le même espace numérique de communication, qui peut être fait de plusieurs artefacts en même temps. Donc, tout le monde est distant, enfin distant au sens géographique, tout le monde est distant. Hein. La première présence qui est générée dans une démarche de collaboration via l'usage d'artefacts socio-numériques de communication, c'est la présence socio-cognitive qui est caractérisée qui émerge de toutes ces transactions que je vous ai évoquées tout à l'heure dans la définition de la présence socio-cognitive. Vous avez la présence socio-affective qui vient, je mettrai en seconde, et ça concerne plutôt ce qui se vit au sein du groupe, ce qui se vit et la présence générée par les apprenants eux-mêmes au sein de leur groupe. Et puis, vous avez le formateur qui, lui, va produire au travers de ces interactions de coordination, d'animation et de modération, va créer une présence pédagogique à distance. Alors, au sein d'un espace numérique de communication, là, vous l'avez bien compris, la mise en synergie de ces 3 formes de présence crée une présence que l'on qualifie de sociale. Donc, c'est une méta-présence et favorise la production d'une communauté d'apprentissage en ligne. C'est le processus transformateur. Donc, vous avez des données d'entrée, une donnée de sortie, le cœur du réacteur, où se jouent toutes ces interactions sociales médiatisées qui produisent ou pas, tout ou partiellement, une présence sous 3 formes différentes. Alors, tout ça, c'est bien beau, mais la question est de se dire, oui, mais comment faire Alors, comment faire au-delà, moi, en tant que formateur, au-delà de créer une présence pédagogique, est-ce qu'il y a d'autres que j'ai bien compris, qu'il fallait que à distance, j'interagisse déjà avec les apprenants, avec le groupe d'apprenants, que je les constitue en groupe, que je leur propose un travail à réaliser, et puis que je trouve la bonne présence, la bonne absence, la bonne distance, la bonne proximité, et que je développe avec eux des interactions sociales, bien sûr médiatisées, puisqu'on passe par un média, de coordination, d'animation et de modération. Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Malgré la bonne volonté de la personne, c'est pas suffisant. Donc, on va avoir 3 conditions. 3 conditions. Alors, il y en a d'autres, bien évidemment, mais je vais directement à ce qui me semble le plus fondamental. Alors, 3 conditions, j'ai bien dit qu'elles étaient incontournables pour créer une présence sociale en e-formation. La première, elle vient des apprenants. Alors, individuellement ou collectivement.
Alors, on est bien dans le être et le faire ensemble, de façon collaborative, en distanciel, pour apprendre avec et par les autres. Donc, on retrouve bien ce que l'on peut nommer de l'apprentissage solidaire et non plus l'apprentissage solitaire, dans la configuration de l'apprentissage solidaire. Pour créer une présence socio-cognitive et une présence socio-affective, eh bien, il y a un triptyque qui est absolument indispensable. Le premier, c'est de vouloir. Vouloir. Avoir envie d'interagir avec les autres. Avoir envie de créer un climat favorable à la collaboration. Avoir envie d'interagir, avoir envie de collaborer. Donc, on arrive à la question de la motivation. On n'a pas forcément tout le temps envie d'être dans des groupes et de collaborer. Et en plus, collaborer n'est pas simple. Et là, on arrive à un troisième axe qui est celui de savoir. Et là, on arrive à la question des savoirs qui sont à la fois des savoirs relationnels, mais aussi des savoirs méthodologiques. Hein, et des savoir-faire aussi. Et puis pouvoir, si le formateur ne crée pas, ou l'institution ne crée pas les conditions propices à ce une présence socio-affective et socio-cognitive émerge, eh bien, les apprenants ne vont pas pouvoir faire grand-chose. Deuxième point, c'est le point de vue du formateur. Lui aussi, il faut qu'il ait envie de créer une présence pédagogique. Donc, ça revient dans l'ordre de la motivation. Il faut qu'il sache le faire. Alors, peut-être que toutes les compétences de coordination de groupe, de modération, d'animation, tout en apportant la bonne distance, la bonne proximité, hein, pour créer, et puis qu'il puisse le faire, c'est-à-dire qu'il ait aussi un espace de créativité, ce que j'appelle un espace de créativité, d'initiative, pouvoir créer cette présence pédagogique. Donc, voilà. Donc là, nous avons deux conditions incontournables pour pouvoir créer cette présence sociale, hein, au sens très large. Et puis il y a une troisième. Eh bien, c'est que les artefacts sociaux numériques de communication aient une affordance suffisante. Alors, c'est très long d'expliquer l'affordance. Hein. Bon, excusez-moi si vous connaissez très bien déjà ce concept-là. Je vais juste me permettre de le résumer. Hein. L'affordance d'un artefact, par exemple, je dirais d'une visio, allez, on est dans ce système de visio, c'est les propriétés de navigation, propriétés ergonomiques, hein, voilà. Donc, il y a des propriétés qui sont plus ou moins affordantes, puis d'autres moins. Et puis, il n'y a pas que ça, il y a tout un système de perception. Hein. Un artefact socio-numérique, eh bien, il est d'autant plus utilisé qu'on le sent utile, qu'il est facile à utiliser et que se sent capable de l'utiliser. Voilà. Donc, je pense vous avoir résumé l'essentiel de ce que je peux préconiser, à la fois d'un point de vue scientifique, mais aussi d'un point de vue, je dirais, opérationnel, en termes d'ingénierie, de tenter parce que je dis bien tenter parce que c'est pas simple, de développer un apprentissage solidaire en e-formation. Alors, au cas où mon PowerPoint vous soit remis, j'ai mis quelques références bibliographiques. Et voilà, donc écoutez, j'ai terminé cette première partie de mon intervention. Je vous remercie beaucoup. Et bien sûr, je suis tout à fait contente de répondre à vos questions. Donc, nous passerons à notre prochain conférencier, Monsieur Jean-Marc Nola, qui est professeur régulier à l'unité d'enseignement de recherche des sciences de l'éducation de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, donc l'UQAT. Il a été conseiller pédagogique au Centre de transfert technologique en écologie industrielle et au Cégep de Sorel, donc au Cégep de Sorel-Tracy. Il a également travaillé dans plusieurs projets scientifiques portant sur la transformation des pratiques d'évaluation, incluant les technologies numériques en formation à distance. Il est titulaire d'une maîtrise en philosophie politique et a été professeur de philosophie pendant 8 ans. Il est titulaire d'un doctorat en éducation avec une spécialité en évaluation des apprentissages en formation à distance de l'Université de Sherbrooke. Chercheur associé au Centre d'études sur les transitions et l'apprentissage, il est également chercheur régulier à l'Observatoire du numérique en éducation.
Ses travaux portent sur l'auto-évaluation et l'évaluation formatrice. Merci, j'aime beaucoup ce concept. Les plagiats étudiants, la qualité de l'évaluation des apprentissages, incluant les technologies en formation à distance et l'éthique professionnelle en enseignement. Sans plus tarder, la parole est à vous, Monsieur Nola. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Je vais juste faire le partage de mon écran. Est-ce que vous voyez ma présentation en ce moment? Oui, on voit très bien. Bon, je commencerai par dire qu'on m'a donné un peu le mauvais rôle en me laissant parler après Annie Jézégou. Donc, c'est pas évident, mais je vais essayer de faire ce que je peux. Donc, le thème de ma présentation, c'est l'interactivité dans l'évaluation en formation à distance. Quelle réflexion pour susciter des pistes de résonance? Donc, je parle après Madame Jézégou et j'aborde la question de façon controversée. Donc, moi, je vous propose un peu de sortir de la logique cartésienne qui voudrait que le lien, la relation soit quelque chose que l'on peut prescrire, que l'on peut contrôler. Moi, je pense plutôt qu'on essaye des choses et puis ça peut fonctionner comme ça peut ne pas fonctionner. C'est pour cette raison que je parle de résonance. Alors, parce que je veux décevoir personne à la fin de ma présentation, je vous donne les objectifs de ma présentation très rapidement. Donc, le concept de résonance, c'est un concept qu'on n'entend pas beaucoup en évaluation, donc on va essayer de le définir. Et dans un deuxième temps, on va voir pourquoi c'est important de chercher la résonance en évaluation en milieu universitaire. Et enfin, je vais essayer de proposer des pistes de solutions par rapport à ça en parlant cette fois-ci de la présence à soi et non de la présence à distance. Donc, pour le faire, j'ai un plan classique. Je vais commencer par faire quelques clarifications de base en définissant la résonance, effectivement. Ensuite, je vais montrer quelles sont les options qui existent dans la littérature scientifique là pour susciter la résonance en évaluation. Nous allons aborder quelques angles morts qui font ombrage à la résonance et ensuite, je vais présenter quelques principes rapides là sur comment est-ce qu'on installe ou comment est-ce qu'on instaure la résonance dans l'évaluation. Donc, très rapidement, j'ai pensé commencer par cette petite citation de Confucius là pour vous dire que quand on réfléchit sur l'interactivité, on enfonce un peu une porte ouverte quand on dit que l'interactivité est une question importante. Et Confucius le disait déjà. C'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, selon moi, c'est le type d'interactivité. Surtout dans le contexte où on est aujourd'hui, où les étudiants sont bombardés d'informations comme notre ami Gaëtan qu'on voit ici. La question, c'est pas de savoir s'il y a interactivité dans les classes ou pas. Les classes sont interactives, les stylos sont interactifs, les livres sont interactifs. Le plus intéressant, c'est de voir vraiment quel type d'interactivité est-ce qu'on installe dans une classe. C'est pour cette raison que moi, je parle de résonance, parce que je pense que la résonance est une forme spécifique d'interactivité. Et Atmund Rose a défini très bien la résonance. Atmund Rose est un penseur très influent actuellement. Il définit la résonance comme un type de relation dans laquelle le sujet, donc l'enseignant, et le monde, l'étudiant, se touchent et se transforment mutuellement. Donc moi, j'aimerais être dans une classe où les étudiants me touchent et où je touche aussi mes étudiants, où on se transforme mutuellement. Donc, dans le contexte de l'évaluation, qu'est-ce que ça signifie une évaluation résonante? Donc, très simplement, c'est une évaluation qui fait du sens. On peut donc prouver le sens dans l'évaluation en suivant deux voies. Donc, la première voie, c'est se questionner sur la direction de nos évaluations. On peut, par exemple, se poser la question de savoir quand est-ce qu'on évalue. Est-ce que c'est à la fin ou en continu? On peut se poser la question de savoir quelles sont les tâches qu'on propose. Est-ce que c'est des tâches simples dans des quiz ou des tâches complexes? On peut aussi essayer de susciter l'interactivité en se demandant ça signifie quoi les évaluations qu'on donne, pourquoi on évalue, quelle est la finalité, est-ce que c'est la note ou bien c'est les apprentissages qu'on va susciter. Et finalement, on peut aussi se poser la question de savoir si on évalue pour que les étudiants réussissent, est-ce qu'on cible la réussite de tout le monde ou bien on cible la réussite des meilleurs. Donc, vous voyez un peu, c'est comme ça qu'on essaye un peu de réfléchir sur nos pratiques pour voir si nos pratiques sont résonantes ou pas en évaluation. Donc, ici, j'essaie un peu de vous amener à comprendre pourquoi c'est intéressant de se poser toutes ces questions-là au milieu universitaire aujourd'hui, là. Donc,
Mon premier argument, c'est que l'évaluation est une source de confusion quand même en milieu universitaire. Quand on évalue les étudiants, qu'est-ce qu'on évalue exactement? Est-ce qu'on évalue ce que les étudiants savent ou ce que les étudiants font de ce qu'ils savent? C'est la fameuse question, est-ce que c'est les connaissances ou les compétences qu'on évalue? Est-ce on crée des évaluations raisonnantes quand l'étudiant ne sait même pas sur quoi est-ce qu'il est évalué? Autre chose qu'on pourrait se poser comme question, et pour voir pourquoi c'est intéressant de chercher à créer des évaluations raisonnantes, c'est la note, elle est omniprésente dans les universités, on donne les notes partout, mais quelle est la valeur informative de la note? Qu'est-ce que la note dit exactement? Est-ce que la note décrit vraiment la progression de l'étudiant? Qu'est-ce que la note apporte comme information? En formation à distance, ma conviction profonde est que évaluer reste à préciser. Donc, parfois, lorsque vous regardez les travaux d'Audet ou de Madame Leroux qui a dirigé ma thèse, l'évaluation est définie comme un processus qui consiste à recueillir les informations et à les interpréter en vue de prendre des décisions sur l'apprentissage et sur l'enseignement. Mais c'est quelle information exactement qu'on recueille? On dit qu'il faut les interpréter. Est-ce que c'est une interprétation formelle ou informelle? Lorsqu'on dit que l'évaluation est un processus de recueil d'informations pour prendre des décisions sur l'apprentissage et sur l'enseignement, on comprend que l'évaluation est un miroir, mais on peut se poser la question de savoir c'est un miroir pour qui? Mais si c'est un miroir à double sens, c'est-à-dire un miroir pour le professeur et pour l'étudiant, qui devrait tenir ce miroir-là? Est-ce que c'est l'étudiant ou est-ce que c'est l'enseignant? En formation à distance spécifiquement, on nous dit que les évaluations doivent reposer sur les technologies. Les technologies sont incontournables, mais quelles sont les technologies qu'on doit retenir? Et à la fin, évaluer en formation à distance requiert fondamentalement la combinaison de plusieurs modalités, synchrone, asynchrone, hybride. On parle maintenant aussi de comodalité combinées, mais selon quelle logique, par exemple? Donc, je pose toutes ces questions-là pour montrer que la quête de sens est fondamentale au cœur des évaluations. Sur le temps, plus qu'en formation à distance, toujours, il y a comme plusieurs inconnus, là. Si on regarde la chose du point de vue de l'anonymat qui existe en formation à distance, on peut se poser la question de savoir qui fait le travail ou alors qui fait faire le travail que l'enseignant reçoit. Comment est-ce que l'enseignant qui est en formation à distance prend le pouls pour identifier les besoins des apprenants et des étudiants qui sont en formation à distance entre les modalités là? Que font les étudiants? À quel rythme? Comment est-ce qu'ils le font? Est-ce qu'on peut différencier nos interventions? Est-ce qu'on peut susciter des interventions qui sont vraiment arrimées aux besoins des étudiants? Alors, j'ai créé beaucoup de problèmes, j'ai posé beaucoup de questions. Il convient peut-être maintenant de voir s'il y a des solutions qui existent. Et je pense que oui, il y a des solutions traditionnelles qui existent. Donc, la première option, lorsqu'on quitte la formation en présence vers la formation à distance, c'est de dire je vais transposer mes évaluations. Donc, je vais faire exactement la même chose que ce que je faisais en formation en présentiel. C'est pour cette raison que lorsque vous regardez, par exemple, les écrits de Fievez ou de nos amis de la TELUC, on va vous dire que il y a quand même une grosse proportion des travaux écrits, des examens écrits qui réapparaissent en formation à distance comme modalité d'évaluation. Mais la question que je me pose, c'est mais pourquoi on fait encore des examens écrits en formation à distance alors que on a des casques 3D, on a tout le matériel qui est autour de nous. En plus, je suis pas certain que les examens sous forme de travaux écrits soient très écologiques là. Donc, on pourrait aussi se poser la question de savoir si c'est ce qu'on veut faire, qui va les superviser ces examens-là de façon efficace. Mais une question qui me tient personnellement à cœur, c'est la question de pour qui nous faisons nos examens, si nous ne savons même pas qui est derrière l'écran, pour qui on fait ces examens-là. Donc, si vous prenez les travaux de Kozanetis, par exemple, et Hébert, Marie-Hélène, ma collègue Hébert de l'atelier, qui pense que pour lutter contre le plagiat, par exemple, il faut concevoir les tâches authentiques en formation à distance. Sauf que mes collègues que j'aime bien ne nous disent pas toujours quelle est l'expertise en évaluation des enseignants pour concevoir ces tâches
authentique là. Donc, cette option qui consiste à faire de la transposition, pour ma part, ça simplifie la vie peut-être, mais ça apporte beaucoup de misère. Donc, la deuxième option consiste à dire, on va adapter les évaluations en optimisant l'évaluation formative. Mais la question, c'est est-ce que c'est la seule solution qui existe? Ça, on verra ça tantôt là. Mais je pense que l'évaluation formative est si on insiste sur l'évaluation formative, c'est une belle option. Pourquoi? Parce que l'évaluation formative suppose quand même des suivis, un dialogue constant avec l'étudiant. L'essence de l'évaluation formative, c'est qu'elle implique la rétroaction, qui consiste à nourrir et à renourrir l'étudiant. Madame Jézegou parlait tantôt de donner la vie, animer. Donc, ça suppose aussi le fait de faire des régulations en observant les progrès de l'étudiant pour ajuster son enseignement. Et dans le contexte spécifique de la formation à distance, l'évaluation formative a beaucoup d'avenir. Pourquoi? Parce que il y a plusieurs possibilités qu'on peut exploiter, mais c'est à certaines conditions. On va le voir progressivement. Donc, la première condition, c'est qu'il faut savoir que l'évaluation formative peut cibler plusieurs angles. Elle peut porter sur la personne qui étudie, l'apprenant. On peut la motiver. Elle peut porter sur les produits, c'est-à-dire les rendus. Qu'est-ce que l'étudiant a soumis comme travail? On peut faire de la rétroaction là-dessus. La rétroaction, elle peut porter sur les processus, c'est-à-dire sur les démarches que l'étudiant a mobilisées pour rendre un travail. Elle est beaucoup plus intéressante, la rétroaction, là, lorsqu'elle porte sur les stratégies d'apprentissage que l'étudiant mobilise. Donc, cette fois-ci, elle va porter sur la métacognition. La rétroaction peut être faite de plusieurs manières ou alors reposer sur plusieurs sources. Là, elle est multisource. Dans le cadre du tutorat, l'enseignant peut accompagner l'étudiant. Dans le cadre des DIA, d'autres étudiants peuvent accompagner d'autres étudiants. Il n'y a pas de honte à ce qu'un conseiller pédagogique vienne dans votre salle de classe, dans votre salle virtuelle pour vous amener à mieux intervenir auprès d'un étudiant. Avec ChatGPT aujourd'hui, les étudiants peuvent créer des situations d'interaction inversée où ChatGPT leur pose des questions et répondent. Dans le cadre des PowerPoint qu'on soumet aux étudiants, par exemple, on peut introduire des liens vers d'autres vidéos qui vont être beaucoup plus explicites par rapport à un certain nombre de choses. Et puis, ces rétroactions-là peuvent se faire de façon synchrone sur Teams, Skype, Zoom, mais ça peut aussi faire de façon asynchrone sur YouTube. Le plus intéressant, c'est que ces rétroactions-là doivent être articulées sous l'angle du quoi, c'est ce qu'on vient de voir, sous l'angle du qui. On vient de voir la rétroaction peut être multisource, mais sur l'angle du comment également. Malgré le fait que l'évaluation formative a un bel avenir dans le contexte de la formation à distance pour susciter la résonance, il y a quand même beaucoup d'angles morts qu'il faut anticiper. Donc là, je continue à créer des problèmes. Alors, le premier problème que je vois, c'est des risques de dispersion. Donc, les risques de dispersion, parce que même si on veut faire des suivis auprès des étudiants, il y a quand même un risque que ces suivis soient peu transformateurs, parce que le lien, comme je le disais tantôt, reste quelque chose de très fragile, surtout en formation à distance où vous n'avez pas accès aux micro-réactions des apprenants. Si je vous posais la question tout de suite là, quelle est la couleur de mon pantalon, vous ne le saurez pas. Donc, il y a des risques de surcharge parce que gérer les étudiants dans des forums de discussion, c'est fatigant et ça apporte beaucoup de distractions parfois. C'est difficile vraiment de créer des évaluations formatives optimales parce que parfois il faut déterminer combien de travaux on propose aux étudiants. Donc, parfois, on ne sait pas nécessairement où est-ce qu'il faut placer le curseur. Combien de rétroactions je propose, puisque les étudiants ne sont pas nécessairement au même niveau dans leurs apprentissages et ne nécessitent pas le même degré d'attention. Donc, à quel moment est-ce que j'effectue la rétroaction? Est-ce que j'effectue la rétroaction tout de suite lorsque je reçois une question ou 5 minutes plus tard, 30 minutes plus tard? Est-ce que quand je la fais 30 minutes plus tard, l'étudiant a toujours le même appétit pour suivre ce que je vais lui dire? Sous l'angle du sommatif, il y a beaucoup de biais qui sont à anticiper également. Dans le cadre de ma propre thèse qui a porté sur la transition des professeurs qui partent de la formation en présentiel pour la formation à distance, les professeurs vont beaucoup parler, par exemple, des effets liés aux écrans.
les effets de fatigue qui portent suffisamment atteinte sur la qualité des évaluations. Mais en formation à distance, il faut surtout parler de l'effet de confirmation parce que beaucoup de personnes arrivent en formation à distance avec l'idée que les étudiants font nécessairement du plagiat. Bon, quand on corrige les travaux en ayant ça dans son esprit, ça pose nécessairement des problèmes. Donc, c'est la raison pour laquelle moi, je crois que le lien, on le teste. Le lien, on essaye des choses, ça peut fonctionner comme ça peut ne pas fonctionner. C'est une question de posture, c'est une question de présence à soi d'abord, avant d'envisager une quelconque présence à distance. Alors, mais comment est-ce qu'on suscite la présence à soi? On peut retourner chez Lebrun qui propose l'idée que il faudrait toujours que les objectifs d'apprentissage ou d'enseignement soient clarifiés et que ces objectifs-là soient arrimés aux méthodes d'enseignement et également aux évaluations. Je parle ici du principe de cohérence en reprenant une formule de Lebrun parce que le terme de l'alignement pédagogique, à mon sens, alignement laisse penser que on doit être linéaire. Moi, je préfère plutôt l'expression de Lebrun qui parle de la cohérence. Et dans le cas de ma propre thèse, moi, je pense que cette cohérence doit être élargie dans la mesure où les objectifs d'enseignement doivent être arrimés aux méthodes d'enseignement, aux évaluations, mais également aux technologies. Je donne un exemple simple. Si mon objectif, c'est d'amener les étudiants à faire décoller un avion de façon sécuritaire, je peux pas leur donner le pilotage de l'avion pour les nuls et puis à la fin, je leur propose, par exemple, de répondre à un quiz. Ça ne fonctionne pas du tout. Donc, ça me prend d'autres méthodes d'évaluation et d'autres technologies pour valider ça. Donc, la deuxième chose que je propose, c'est tenir compte du principe de l'équilibre raisonné. Donc, faut toujours choisir les bons outils parce qu'en formation à distance aujourd'hui, on a TikTok, on a PocPoc, on a MocMoc, on a toutes sortes d'outils là. Donc, parfois, faut commencer par les outils institutionnels. Est-ce qu'on les connaît même d'abord? Alors, il faut toujours regarder si les outils qu'on propose aux étudiants, les étudiants les maîtrisent. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas faire un sondage en amont pour savoir comment est-ce qu'on choisit les outils? Alors, généralement, lorsqu'on regarde les grilles d'évaluation, parfois, on assiste à des pondérations qui n'ont pas de sens, par exemple. Hein. C'est-à-dire, est-ce que quand je compare les tâches simples versus les tâches complexes, est-ce qu'on voit qu'il y a une progression dans la pondération? Donc, le principe de l'équilibre raisonné voudrait effectivement que tout cela soit pris en compte, sans oublier que je dois choisir ma charge de travail. Donc, l'autre principe, c'est le principe de la clarté qu'on retrouve chez les auteurs comme Lavaux, qui pensent que la meilleure façon d'évaluer, que ce soit en formation en présentiel ou en ligne, il faut être clair dans les critères qu'on propose. Et le dernier principe que je vais aborder, c'est le principe du fait qu'il faut tenir compte de la vulnérabilité de l'étudiant. Faut savoir valoriser l'étudiant, faut savoir lui faire une place. Parfois, on se pose la question de savoir où est-ce qu'il faut situer le formatif. À mon sens, le formatif doit toujours être avant le sommatif. Et il faut faire preuve de tact. Un bon pendleton, c'est toujours intéressant. Au lieu de dire à l'étudiant, tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça, on peut lui poser la question de savoir qu'est-ce que toi tu penses que ça a été intéressant dans ton travail et comment est-ce que toi tu peux améliorer ce que tu as fait. Donc, en guise de conclusion, je pense que une évaluation raisonnante se veut d'abord humaniste. Là, je reprends un peu les travaux de Charles Hadji. C'est une quête de sens pour la réussite de tous les étudiants. Donc, et ça implique nécessairement qu'il faille revoir notre rapport à l'erreur. En formation à distance, la prise de risque, à mon sens, est une chose essentielle. Faut prendre des risques si on veut créer des liens avec l'étudiant, mais tout en prenant des risques, faut avoir le souci du comment et du pourquoi on fait des évaluations. Je vous recommande un film, Le siècle des poètes disparus. Je pense que c'est un film qui nous dit comment est-ce qu'un enseignant peut continuer à rester présent envers lui-même pour mieux accompagner ses étudiants. Voilà. Donc, vous avez quelques références ici. Voilà.
Donc, notre prochaine conférencière est Madame Katia Papi, qui est professeure titulaire au département de l'éducation de l'Université TÉLUQ, sociologue de formation. Elle mène des recherches concernant l'accompagnement et notamment le tutorat à différents ordres d'enseignement, les interactions médiatisées, les parcours des personnes étudiantes, l'évaluation et la persévérance en formation à distance. Nous avons d'ailleurs certains de ces livres ici sur justement la persévérance en formation à distance. Elle est directrice de l'Observatoire du numérique en éducation et rédactrice en chef de médiation et médiatisation, ainsi que de la partie francophone de la revue internationale Journal of E-Learning and Distance Education. Sans plus tarder, Madame Katia Papi, la parole est à vous. Oui, bonjour. Un grand merci pour l'invitation, pour l'organisation de cette belle journée. Quand j'ai vu dans le programme que j'intervenais après Annie Gézégou et Jean-Marc Nolac, dont je connais les travaux, que j'apprécie beaucoup, je me suis dit, bien, qu'est-ce que je vais pouvoir dire de plus que ces deux collègues qui sont vraiment de bons spécialistes dans leur domaine. Donc, je me suis imaginé, comme Jean-Marc, on arrive à se connaître et à savoir un petit peu qu'est-ce que va dire l'un ou l'autre. Je me suis dit, on va avoir beaucoup de concepts, quelque chose de très fort au niveau des questionnements, au niveau épistémologique. Donc, je me suis dit, je vais peut-être y aller un petit peu du côté pragmatique. Je vais vous partager mon écran et on va être dans une sphère assez terre à terre en revenant sur le contexte. J'ai également, par rapport à ce qui était initialement annoncé, ajouté un petit bout sur l'accompagnement parce que c'est toujours très important et ça me permet quelque part de mieux faire la boucle avec les deux conférences précédentes. Donc, on va s'intéresser aux deux enjeux que sont l'accompagnement et l'évaluation. Et puis, on abordera une petite discussion. J'ai fait ça assez simple, mais vous allez voir qu'il y a beaucoup d'écho avec les deux présentations précédentes. Donc, pourquoi parler de l'accompagnement et de l'évaluation? Bien parce que ce sont deux enjeux majeurs qu'on a vu ressurgir pendant la pandémie. Comme le disait très bien Annie tantôt, effectivement, quand on parle de formation à distance, on pense tout de suite quelle technologie on utilise, etc. Et pendant la pandémie, on a vu que tout le monde, effectivement, trouvait des moyens de diffuser ses contenus de cours, que ce soit simplement par des PDF, déposés sur des plateformes LMS ou bien de faire des vidéos ou autres, mais quelque part, ça a été le premier réflexe tout de suite de se dire, bien, comment je transmets mon contenu et tout le monde a réussi à se débrouiller. Ce qui a été plus compliqué, ça a été de dire, bien, comment accompagner les étudiants à distance. Ça a été vraiment un défi. Et on a vu dans les médias beaucoup de messages en nous disant bien les étudiants se sentent trop isolés, se sentent abandonnés, etc., etc. Le fait est que c'était d'autant plus vrai qu'on était dans un contexte de confinement, de distanciation sociale. Donc c'est sûr que c'était encore plus fort que ce qu'on peut avoir d'habitude en formation à distance où les personnes peuvent aller voir leur grand-mère sans avoir peur de les contaminer ou voir leurs amis le soir, etc. Donc, c'était très, très problématique. Autre question qui ne s'est pas posée tout de suite parce que beaucoup d'évaluations ont été comme suspendues dans un premier temps, mais qui a fini quand même par venir, évidemment, c'était l'évaluation. Où alors là, on a vu toutes les craintes de plagiat, de tricherie émerger, etc. Évaluer à distance, mais voyons comment peut-on si on ne les a pas sous nos yeux en train d'être surveillés. Donc, on va revenir sur ces deux éléments parce que ça a été vraiment des enjeux majeurs et que ça l'est toujours quelque part en formation à distance. Donc, l'accompagnement au cœur de la formation à distance, eh bien, pendant la pandémie, on a effectivement vu ces enjeux d'accompagnement. Donc, un petit peu partout dans le monde, en Autriche, par exemple, un article mentionne que les enseignants ont eu peu d'interactions avec leurs étudiants. En France, une enquête dans un IUT mentionne que 39% des enseignants ont considéré ne pas avoir pu suivre les étudiants de manière satisfaisante, ne pas avoir pu les aider. Ils soulignent eux aussi le manque d'interaction. Donc, on a des exemples comme ça de tous les articles qui ont été faits pendant la pandémie un petit peu partout où on nous dit bien, on n'arrivait pas à interagir avec eux, on savait pas comment faire, ça s'est pas passé comme on aurait voulu, on a perdu du lien, etc. Et évidemment, c'est problématique puisque de tout temps, la recherche a montré que l'absence de soutien et d'interaction sociale est le plus grand obstacle à une expérience positive de l'apprentissage en ligne, que la relation entre l'étudiant et l'enseignant est le sous-facteur qui a le plus fort pouvoir prédictif de réussite et que le manque d'interaction ressenti
aboutit à une tendance à ne pas se réinscrire. Donc ça, c'est l'ouvrage auquel vous faisiez allusion tantôt, Madame Demers, où on montre avec mon collègue Guillaume Desjardins de l'UCO justement que les étudiants à la TELUC qui disent manquer d'interaction, donc c'est une toute petite part, hein, parce qu'on s'entend on s'annonce comme formation à distance asynchrone, mais il y en a quand même une petite part d'entre eux, souvent ceux qui n'ont pas d'activité professionnelle, qui disent bah là on manque d'interaction, et ce qu'on observe, bien c'est qu'au bout de 2 sessions, ils ont tendance à ne pas se réinscrire, donc ce qui se manque à un moment donné aboutit à ça. Alors, comment assurer cet accompagnement? Eh bien, il y a trois pistes qu'on peut retrouver souvent quand on regarde un petit peu la littérature dans le domaine, les travaux. Puis j'avais fait aussi une revue de la littérature assez récemment sur l'isolement en formation à distance. On voit 3 façons, 3 approches de favoriser cet accompagnement. La première, et peut-être celle à laquelle on pense le moins et qui pourtant est absolument essentielle, c'est de soutenir le développement de l'autonomie des étudiants. Donc, que ce soit avec des programmes d'accueil, d'orientation, d'aide. On a souvent, par exemple, des centres d'aide au niveau linguistique, etc., centres d'aide en français ou autres dans nos universités, dans les cégeps ou autres. Mais à distance, il peut y en avoir besoin également. Et également tout ce qui est formation à des stratégies, comment s'organiser pour apprendre à distance, comment apprendre à distance, comment gérer son stress, etc. Parce que évidemment, on a le sentiment souvent d'être plus libre à distance, mais ça met une grosse pression également de se dire, bien là, je suis responsable, je m'organise comment, etc. C'est pas forcément évident pour tous les étudiants. Donc, si on veut favoriser l'accompagnement, la première chose à faire, c'est déjà de les accompagner dans leur autonomie et de ne pas présupposer que nos étudiants sont forcément autonomes d'emblée. On sait que ça n'est pas le cas. Puis Monique Linard le disait déjà, fin des années 90, début des années 2000, c'est souvent présupposé, mais non, si on les aide pas à le développer, pour beaucoup, ça va être très, très difficile de suivre leur formation à distance. De soutenir les étudiants de manière individuelle. Alors ça, évidemment, c'est souvent la première chose à laquelle on pense en formation à distance, en tout cas dans un modèle comme on a, nous, d'université à distance à la TELUC, parce qu'on est vraiment dans cet accompagnement individuel. Mais cet accompagnement individuel, il faut toujours penser à le faire le plus large possible, avec une écoute active, des échanges non seulement réactifs, mais aussi proactifs. Ne pas se dire, j'ai pas de nouvelles, donc tout doit bien aller. Nous, toujours penser de temps en temps à leur envoyer un petit message, ça fait un petit moment, j'ai pas de tes nouvelles, est-ce que ça avance, etc. C'est peut-être pas grand-chose, mais c'est souvent là qu'on voit apparaître des difficultés. Mais là, je suis en train de travailler sur tel concept, de lire tel ouvrage, mais je ne le comprends pas. Puis ça mérite effectivement un échange, mais on ne l'aurait pas su parce que l'étudiant ne venait pas vers nous autrement. De penser à apporter un soutien sur les différents plans, puisqu'évidemment, en tant qu'enseignant, on pense toujours à notre discipline, à un soutien donc sur le plan cognitif, mais parfois les problèmes se situent davantage au niveau méthodologique, au niveau socio-affectif. Annie Gézégou en parlait tout à l'heure dans les interactions entre pairs, les transactions communicationnelles, mais évidemment, les enseignants ont quelque part aussi un rôle à jouer dans ce soutien, même si on va pas jamais remplacer un psychologue ou autre, mais on a un soutien qu'on peut apporter qui peut aider nos étudiants. Parfois, c'est simplement de leur dire oui, je comprends que ton enfant était malade, ce n'est pas grave si tu remets ton devoir dans 5 jours, ça ne va pas changer la vie de personne. Donc, quand on peut comprendre et qu'on a des assouplissements possibles, c'est sûr que ça peut être utile. Enfin, de favoriser les interactions entre les étudiants. Donc, je vais pas revenir évidemment sur tout ce qui a été dit lors de la première présentation, mais c'est évident que c'est très, très utile pour accompagner nos étudiants d'avoir des transactions, des interactions, donc que ce soit avec des rencontres synchrones en présence, des activités brise-glace ou encore mieux avec des travaux de groupe, des espaces d'échange et de collaboration. Et ce qui est le point central, évidemment, dans tout ça, c'est d'avoir des activités qui favorisent ces interactions, puisque toutes les recherches de longue date ont montré qu'on peut bien mettre un forum à disposition ou autre. Seule une infime minorité des étudiants vont participer parce qu'ils se disent finalement ça me rapporte quoi de participer. Éventuellement, ils vont être plutôt spectateurs de ce qui s'y passe, mais ne pas voir un grand intérêt. Alors que si on met la collaboration au cœur, c'est-à-dire avec une activité qu'on ne peut faire qu'en groupe parce que ce sont les compétences des uns et des autres qui vont permettre cette réalisation. Là, évidemment, on a beaucoup de participation et un grand intérêt de tout à chacun à y participer.
Donc voilà trois pistes pour favoriser l'accompagnement de nos étudiants en formation à distance, éviter ce fameux sentiment d'isolement autant que possible. Donc les objectifs évidemment de tout ça, bien c'est de favoriser la présence à distance, ce sentiment qui est vraiment important, de favoriser la motivation des étudiants, leur attachement à leur institution, de favoriser évidemment leur apprentissage, si on a pu apprendre, leur engagement et leur persévérance. Donc voilà un petit peu pour une petite synthèse quelque part de ce qui me semble important en termes d'accompagnement à distance. On en arrive à la partie sur l'évaluation en formation à distance. Donc là aussi, si on refait un petit, si on regarde un petit peu dans le rétroviseur pendant la pandémie, qui quelque part est pas forcément finie, mais sauf qu'elle nous embête plus. On a vu qu'il y avait une volonté de transposer des examens habituellement en promotion entière, en présence, sous surveillance, etc., en formation à distance. Puis alors là, c'était la panique, là, dire mais comment on fait ça, des examens, etc. Donc il y a évidemment toutes les questions qu'a soulevé Jean-Marc Nollat que je me pose aussi et qu'il faut à mon avis se poser sur la pertinence de ces gros examens sous surveillance, etc., etc. Ça a évidemment fait émerger trois soucis, celui de la qualité, est-ce qu'on va avoir la même qualité d'évaluation à distance, est-ce que ça va être le même niveau, qu'est-ce qu'on fait s'il y a des problèmes techniques, et puis ils vont sans doute plagier, tricher, etc. Alors, pour revenir un petit peu là-dessus, sur ces idées de plagiat et de tricherie, la tricherie, effectivement, c'est assez facile quand on est en formation à distance. On peut trouver des réponses en ligne, on peut reprendre des notes de cours. On peut aussi faire appel à des étudiants fantômes si c'est pas quelque chose qui est dans un temps limité. Ça existe, hein, des étudiants fantômes, c'est-à-dire des étudiants qu'on engage à notre place pour faire le travail. Donc, la littérature l'a bien montré. Il y en a que ça ne gêne pas d'être payé pour faire le travail des autres. Évidemment, on peut avoir affaire à du plagiat. Alors, il existe tout ça sous une forme parfois non intentionnelle, c'est-à-dire que les étudiants ne savent pas, ne se rendent pas compte que c'est du plagiat. Ah, il fallait mettre les guillemets, je savais pas, mais j'ai quand même mis l'auteur. Bah oui, mais là c'était dans une autre langue, j'ai traduit, je me rendais pas compte que j'aurais quand même dû mentionner que c'était peut-être pas mes idées. Enfin bref. Et puis, il y a évidemment aussi du plagiat intentionnel qui est là, qui existe, on le sait. La tricherie et le plagiat sont effectivement, dans une certaine mesure, facilités par les technologies. Et aspect particulier à la pandémie, on sait qu'il y a une tendance accrue au plagiat ou à la tricherie dans un contexte d'incertitude et de stress. Donc, effectivement, ça a pu augmenter pendant cette période-là. Et on l'a d'ailleurs vu, là, pareil, je reprends un article de presse où ils interviewent une étudiante qui dit « Je ne connais personne qui n'a pas triché la session passée. Je ne suis pas fière de ça, mais tout le monde le faisait. » Et effectivement, les étudiants vont toujours avoir quelque part une façon de justifier ou de se déculpabiliser d'avoir triché ou plagié, etc. Donc, il y a beaucoup de théories qui existent là-dessus. Là, je vous en ai juste mis 4. Donc, par rapport à cette étudiante, par exemple, c'est l'idée de la neutralisation. Tout le monde le fait. Donc, oui, je l'ai fait, mais c'est pas pire que les autres. Le désengagement moral aussi, donc c'est la minimisation des préjudices. Donc là, il s'agit de dire, bah oui, j'ai triché, mais en même temps, j'ai rien enlevé à personne, j'ai pas fait de mal à qui que ce soit. Il y a aussi parfois le faible sentiment d'auto-efficacité. Donc là, ça ramène aux travaux de Bandura, etc. Mais dans le sens où les étudiants vont dire, mais je m'en sentais pas capable, c'est bien trop difficile, donc j'avais pas d'autre choix, sinon je rendais copie blanche. Et puis, il y a également l'idée, par exemple, de la dissuasion. Donc, le risque de frauder est inversement proportionnel au risque estimé d'être pris. Donc là, c'est déjà un petit peu plus à calcul où on se dit, bon, si je triche, quels sont mes risques, etc. Mais si je triche pas, j'aurai sans doute une mauvaise note, voyons voir. Donc, il y a beaucoup de mécanismes comme ça qui soutiennent, entre guillemets, moralement les étudiants dans leur tentation éventuellement à plagier ou à tricher. Alors, quelques manières d'évaluer en formation à distance. Les solutions les plus adoptées pendant la pandémie, bien, ça a souvent été de faire des évaluations synchrones avec vidéosurveillance. Donc, on essaye de calquer ce fameux modèle de l'examen sous surveillance en mettant des caméras, des systèmes, etc., une devant, une derrière, ici et ça.
Il y a eu aussi des systèmes automatiques, donc les fameux QCM, en se disant bien, on va profiter du fait qu'on puisse mettre les questions dans un ordre aléatoire pour être sûr qu'entre-temps ils se communiquent pas les réponses, etc. On va aussi limiter le temps pour vraiment limiter la possibilité de rechercher des réponses en parallèle. Cela dit, ça n'empêche pas forcément là de tricher. Là, c'est juste qu'effectivement peut-être qu'ils n'auront pas le temps de répondre à tous. Pareil pour la vidéosurveillance, c'est quand même toujours difficile d'imposer l'usage de la caméra. On sait qu'il y a parfois des problèmes de réseau et autres. Enfin bref, il y a aussi des examens ou des exposés oraux qui ont été faits sur différents sujets ou en visioconférence ou en leur demandant de se filmer donc par vidéo. Parfois, ça a été dans le cadre de triangulation, donc avec des productions, des observations. Donc là, il y a des choses intéressantes quand même qui ont été faites à certains endroits à ce niveau-là. Par exemple, on les fait rédiger un texte en groupe, mais comme c'est en ligne, on va voir finalement qui a écrit quoi, à quel moment. On peut en même temps, c'est ça, faire un petit récapitulatif à l'oral, leur poser quelques questions, pourquoi tu as fait ci et ça. Donc, ce phénomène de triangulation est intéressant et sans doute plus intéressant que de les obliger à avoir des caméras devant, derrière pendant qu'ils font quelque chose. Il y a eu quand même des éléments pertinents à ce niveau-là. Évidemment, comme Jean-Marc l'a souligné, je ne peux pas m'empêcher de parler de l'évaluation authentique, c'est-à-dire ce qui a un lien avec le monde réel, des activités qui sont significatives pour les étudiants, parce qu'en général, ils ont plus d'intérêt à le faire, et puis ça évite un petit peu ces phénomènes de plagiat et de tricherie, parce que sinon on s'en rend compte quand même. En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'adopte beaucoup dans mes cours. Là, par exemple, je vous montre l'exemple d'un des travaux qu'il y a dans mon cours de sociologie de l'éducation, où je leur demande de rédiger une lettre d'opinion dans laquelle ils doivent prendre position sur une question d'actualité touchant la socialisation ou l'accessibilité à l'éducation, tout en s'appuyant sur des arguments de nature sociologique. Et en plus de cette lettre d'opinion, je leur demande de justifier le choix du sujet, de résumer les recherches, excusez-moi, j'ai oublié le S, et de faire un retour réflexif donc sur leur travail. Donc l'idée, c'est vraiment d'être sûr, c'est eux qui le font parce qu'ils vont m'expliquer pourquoi ils ont choisi ce sujet-là. Puis alors dans ce cadre-là, c'est souvent parce que ma maman n'avait pas pu faire d'études, etc. Parce que tata. Donc pour moi, l'accessibilité c'est très important. Donc on voit que ça les touche personnellement. On se dit là, a priori, ils n'ont pas plagié, sauf avoir pris le sujet d'un camarade. Mais voilà. Résumer les recherches, sont obligés un peu de nous expliquer comment ils ont fait pour trouver tel ou tel élément. Et le retour réflexif, c'est quelque chose que je trouve toujours très important, c'est le développement de la métacognition. Et souvent, ça les aide à voir, mais là, si je m'étais pris autrement pour faire mes recherches, ça aurait mieux été, etc., etc. Donc voilà, le fait d'ancrer ça dans l'actualité aussi, ça les oblige à s'intéresser à ce qui se fait maintenant. Et ça fait que s'ils me ressortent un travail qui correspond à une question d'actualité d'il y a 2 ans, je vais m'en rendre compte quelque part. Je vais dire, c'est pas d'actualité, ça c'est d'il y a 2 ans. Je vais avoir tendance à aller revoir les copies d'il y a 2 ans pour voir si c'était pas déjà le cas. Mais en l'occurrence, j'ai très peu de plagiat ou de tricherie là-dessus. Par exemple, j'ai des collègues aussi qui font des évaluations comme ça, par exemple de présenter des appréciations d'une œuvre, je sais pas, le primaire, le secondaire, sous forme d'une capsule vidéo, de produire des recommandations sur un point spécifique pour un dirigeant politique, etc. Enfin, bref, il y a plein de choses qui peuvent se faire en évaluation authentique, mais c'est vrai que ça demande un peu d'imagination et qu'un soutien peut éventuellement être nécessaire selon les cas. Aussi, je sais qu'il y a une différence selon les cycles et c'est sûr qu'en premier cycle universitaire, on peut parfois vérifier vraiment l'acquisition de connaissances. Moi, j'ai la chance d'être vraiment au second cycle universitaire, donc c'est un petit peu plus facile aussi de proposer des évaluations authentiques. Plus on avance, évidemment. Donc l'évaluation en formation à distance, c'est une source de réflexion. Donc on sait qu'il y a différents facteurs qui contribuent à l'augmentation de la performance aux évaluations sommatives. Bien, c'est d'avoir en amont, comme le disait Jean-Marc Nollat tantôt, des évaluations formatives, ce qui peut aussi s'appeler des examens blancs, etc. On sait que ça aide vraiment à la performance des étudiants. Donc ne jamais négliger ça, c'est très important et souvent on n'en fait pas assez, malheureusement. L'auto-évaluation aussi peut aider les étudiants. Donc, ça peut être de leur donner une grille de critères ou de leur faire eux-mêmes leur grille de critères, mais de s'auto-évaluer, ça leur permet de se rendre compte quand même d'un certain nombre de limites de leur travail.
On peut évidemment accompagner ça d'une démarche réflexive, vraiment pour qu'ils s'améliorent. Donc, l'évaluation formative, l'auto-évaluation, quelque part, fait partie de l'évaluation formative aussi. Ça les aide à s'améliorer. Et comme l'objectif, normalement, doit être évidemment que nos étudiants apprennent et non pas seulement de dire on peut leur donner une note là, mais c'est qu'ils apprennent. Donc tout faire à cette fin est évidemment utile. En termes d'évaluation formative, c'est sûr qu'on peut très facilement proposer des quiz là dans nos cours. Moi je sais que j'en ai à chaque petite section un petit quiz sur quelque chose pour qu'ils puissent s'assurer eux-mêmes d'avoir bien compris. Et ça peut être aussi des questionnements. À un moment donné, on fait une rencontre en visioconférence et puis on pose quelques questions pour voir si la compréhension est là. Un questionnement asynchrone peut aussi se faire. On peut organiser des échanges, des débats, etc. Pour l'auto-évaluation, évidemment, ça peut être de soumettre des exercices ou des questions avec des solutionnaires, de faire aussi une autocorrection ou de soumettre des autocorrections qu'il y avait eu pour d'autres travaux antérieurs, d'évaluer le travail en fonction d'une grille qu'on leur donne donc ou qu'ils créent et aussi on peut leur demander d'évaluer leur propre participation à une discussion ou à un travail si on est dans le cadre d'un travail collaboratif. À un moment donné, ça peut aussi être bien de leur dire je mets peut-être pas la même note à chacun, mais je vous propose vous-même d'ailleurs d'évaluer un petit peu votre participation. Si vous voyez que votre camarade a beaucoup plus participé que vous aurez alors compris pourquoi cette camarade aura finalement une note un petit peu meilleure, par exemple. Évidemment, les rétroactions jouent un rôle fondamental. Ça aussi, ça a été abordé un petit peu tantôt. On sait que ça fait également partie des éléments qui favorisent la performance des étudiants aux évaluations sommatives, de leur avoir apporté en amont des rétroactions toujours aidantes, à savoir pas seulement de leur dire ça c'est pas bon, ça c'est pas juste, etc. Mais finalement, qu'est-ce que tu es capable de faire actuellement? Ah oui, là-dedans, tu as progressé. Voilà comment tu peux encore aller plus loin, encore progresser. Et ce dont tu n'as pas parlé, Jean-Marc, là, ça m'a un petit peu déçu, c'est des rétroactions orales ou vidéo, parce que bien souvent, on fait des rétroactions par écrit. Mais certaines recherches ont montré que les rétroactions orales ou vidéo seraient peut-être encore plus efficaces que celles écrites. Il y a donc sans doute des pistes aussi de travail pour nous enseignants à faire de ce côté-là. On va à l'écrit parce que c'est notre habitude, puis c'est le plus facile, mais les étudiants apprécient beaucoup d'avoir des rétroactions orales ou vidéo. Donc, je vois que les 20 minutes sont atteintes. Pour finir tranquillement, les défis actuels ou les questions actuelles, évidemment, se situent, tu avais bien vu Jean-Marc, avec tout le développement de l'intelligence artificielle. Donc, on sait qu'on se pose beaucoup de questions là-dessus. C'est sûr que pour ceux qui étaient déjà anxieux en pensant au plagiat et à la tricherie avec simplement Google, là, ça devient un vrai cauchemar. Le fait est que l'intelligence artificielle, effectivement, peut écrire des textes en langage naturel, etc. Après, le fait de se dire j'en ai peur, ça va pas aider. Donc moi j'ai toujours tendance à plutôt dire dans quelle mesure ça peut être utile ou pas, quelles sont ses limites. J'ai été tester un petit peu. Ils ne me connaissent pas déjà. Annie, Jean-Marc, moi, si on demande à ChatGPT qui on est, nous connaît. ChatGPT ne nous connaît pas. Et si on lui dit attends, Katia Papi, professeur à la TELUC, est-ce que tu connais des travaux d'elle, est capable de me sortir une belle liste de travaux? J'en ai écrit aucun d'entre eux. En plus avec des collègues que je connais pas non plus. Mais bon. Donc il y a quand même beaucoup de failles encore dans ce système. Et quand on propose évidemment des choses très simples, par exemple on demande définis-moi qu'est-ce que c'est que le capital culturel, etc. Qui est l'auteur de ça, il va savoir répondre. Des questions simples et très bien documenté, il va savoir répondre. Par contre, si je lui soumets le sujet d'évaluation authentique que j'ai soumis tantôt là, il n'est pas capable. Il va me soumettre des choses très générales sur l'accessibilité à l'éducation, etc. Enfin, si un étudiant me rendait ça, je lui dirais t'as aucune référence en lien avec le cours. C'est très général. Il n'y a pas de sujet d'actualité cité. Évidemment, les sources de ChatGPT, de toute façon, ça date, c'est fermé depuis 2021. Mais c'est ça, il y a beaucoup de lacunes.
Donc, si on va vers des évaluations assez authentiques, etc., on n'a pas encore trop de crainte à avoir. Après, on peut s'en servir. C'est sûr que si on lui donne un texte et qu'on lui dit, est-ce que tu peux m'aider à produire un sujet, des questions pour mes étudiants avec ça, il est capable de le faire. Donc, on peut, nous aussi, en tant qu'enseignants, peut-être voir quelles sont ses potentialités, sachant que nous, évidemment, on maîtrise nos savoirs et ce qu'on veut transmettre et que ça peut éventuellement aider. On a déjà vu des enseignants qui font ça en se disant, bien, ça peut aider à proposer certaines questions, à proposer des gabarits. Donc, ça peut nous aider, comme ça peut aider certains étudiants pour faire un remue-ménage, pour avoir quelques idées générales éventuellement sur quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Mais voilà, on peut diminuer un petit peu la crainte, selon moi, à ce niveau-là. Nous avons quelques questions, en fait, bonjour. Nous avons quelques questions, en fait, sur lesquelles nous aimerions revenir avec vous, chers conférenciers, conférencières, donc, qu'on n'a pas eu le temps d'aborder tout à l'heure. Donc, pour Madame Jézégou, comment est-ce qu'on fait pour motiver les personnes apprenantes à ouvrir leur caméra pour mousser la présence socio-affective? Alors, euh, déjà, pour créer une présence socio-affective, il faut qu'il y ait un groupe. Voilà. Donc déjà, c'est une réponse. Donc, c'est pas une caméra qu'il faut ouvrir, c'est toutes les caméras. Voilà. Alors, moi, je suis dans les activités de coordination qui est liée et les interactions de coordination qui est liée à la présence pédagogique. Il y a pour moi un contrat à établir avec le groupe, avec des règles du jeu, de fonctionnement d'un groupe. Voilà, donc moi je pense que le contrat est quelque chose qui engage et même si on est vraiment dans une logique extrêmement démocratique, participative et ainsi de suite, puisque c'est aussi la philosophie générale de cette présence sociale, c'est de coécrire les règles de fonctionnement. Voilà. Parce que d'une part, ça va émousser la motivation, puisque de toute façon, les personnes sont impliquées et qu'il est difficile de dévier les règles qu'on a soi-même construites et négocier avec les autres. Donc, je dirais que même construire ensemble des règles de fonctionnement pour créer un climat socio-affectif et donc une présence socio-affective, ça passe aussi par cette stratégie-là. Et on crée aussi de la présence socio-cognitive quand on fait ça, parce que entre eux, hein. Quand je dis on, je me mets toujours du point de vue des apprenants. Alors, vous savez, des fois, ça surprend, mais je suis toujours du point de vue des apprenants. Moi, je pense à l'envers. Moi, je pense pas à l'endroit, je pense à l'envers. Je pense du point de vue des apprenants. Donc, quand je dis on, c'est vraiment ça. Négocier, est-ce que on peut accepter entre nous dans le groupe qu'il y ait quelques-uns qui éteignent leur caméra? Oui, non, on débat. Chacun exprime son point de vue. On est déjà en train de créer une présence socio-cognitive. Voilà, est-ce que je peux répondre Merci beaucoup. C'est une réponse très, très intéressante et je souligne aux collègues que dans la boîte à outils des pédagogies actives, nous avons tout un protocole, une procédure pour délibérer en salle de classe, justement pour construire les règles de fonctionnement et aller jusqu'à identifier là, les travaux à réaliser en salle de classe. Bravo, merci beaucoup. Donc, prochaine question, toujours pour Mme Jézégou. Est-ce que le modèle de la formation en ligne se distingue d'un modèle en présentiel ou en quoi plutôt le modèle de la formation en ligne se distingue du modèle en présentiel? Est-ce que les trois présences ne sont pas les mêmes quand tout le monde se retrouve dans un même lieu? Je pense que oui, effectivement. Effectivement, le modèle de la présence sociale en e-formation, hein, en l'occurrence, tout comme celui de Garrison et de Whiteside, il peut s'appliquer en présentiel. Effectivement, hein, l'objectif, je rappelle, c'est créer une situation de groupe, la proposer, la négocier, pourquoi pas, ou la co-construire avec les apprenants, et puis les mettre dans enfin les inciter, hein, on met pas les gens dans quelque chose, on les incite, on les invite, on les motive, hein, voilà, dans une situation vraiment collaborative, parce que la collaboration, c'est vraiment
un fonctionnement vraiment extrêmement démocratique. Autrement, on est dans une division du travail qui est la coopération extrêmement taylorienne et finalement, on n'apprend pas forcément grand-chose, hormis ce dont on a produit de manière très personnelle. Et la question était, parce que j'ai un petit peu dévié là, la question, excusez-moi, je suis repartie. C'était justement cette idée-là des trois présences qui se retrouveraient à la Oui, fois. elle se retrouve. Alors après, la complexité du distanciel par rapport à cette présence sociale, c'est bien l'usage adéquat des artefacts socio-numériques pour justement créer cette présence. Parce que je pense vraiment que le levier principal, c'est de vouloir, de savoir et de pouvoir collaborer. Et j'ai l'impression, mais je suis pas du tout une spécialiste, que l'être humain a obligatoirement tendance à coopérer. Alors peut-être parce que c'est un souci de modèle économique, hein, on se dit bah, c'est beaucoup plus pratique, ça va beaucoup plus vite. Collaborer, c'est extrêmement difficile, c'est vraiment extrêmement difficile, et ça suppose énormément de compétences qui s'acquièrent, qui s'acquièrent. Donc le fait de créer cette présence en distanciel est complexifié, mais les fondements du fonctionnement sont identiques. Merci beaucoup. Une question pour Monsieur Nolla. À quelles conditions, selon vous, toujours dans cette idée de proximité ou relation, à quelles conditions, selon vous, un examen oral peut diminuer la distance psychologique entre la personne enseignante et la personne étudiante? Voilà. Donc, la distance psychologique, on est dans les subjectivités. Donc, est-ce qu'on peut vraiment rapprocher les gens subjectivement parlant? Ça reste un défi en soi. Moi, ce que je propose toujours, c'est l'idée de la souplesse. L'idée de la souplesse et l'idée d'être présent pour l'étudiant. Les examens oraux sont en soi stressants. Donc, présenter un travail devant un groupe de 10, 15, 20 personnes, c'est certainement stressant. L'idée de la souplesse suppose qu'il faut comme négocier avec les étudiants le plus souvent et être au courant de leurs peurs, être au courant de leurs phobies. Ce que j'autorise parfois lors de présentations orales, c'est que une étudiante ou un étudiant qui est stressé puisse présenter devant 2 poids de ses amis. Donc moi, je peux autoriser des accommodements comme ça. Ça permet à l'étudiant, parce que si j'ai par exemple 3 présentations orales au cours de la session, dans un premier temps, tu peux présenter comme ça, et je te pose la question de savoir si lors de la prochaine présentation, tu seras à l'aise à présenter devant un public beaucoup plus élargi. Donc, je pense que créer cette proximité avec l'étudiant pour voir comment est-ce qu'on peut aménager le cadre de l'évaluation pour aller motiver l'étudiant peut être quelque chose d'intéressant. L'idée étant vraiment d'être toujours dans la souplesse, dans la négociation et pas dans la contrainte. Voilà. Moi, c'est comme ça que je verrais ça. Merci beaucoup. J'aurais une question que j'aimerais vous poser à tous les trois. C'est une question de la salle, mais je pense que ça serait intéressant de vous entendre tous les trois. De quelle façon est-ce qu'on peut favoriser et accélérer la collaboration dans le groupe classe à distance? Donc, comment est-ce qu'on arrive à créer ce que Mme José-Goux a nommé une certaine aménité quand toutes les interactions, en fait, sont médiatisées? Je ne sais pas si Mme Papi, vous voulez commencer? Je suis sans doute la moins bien placée en termes de pratique parce qu'on n'a pas du tout de groupe à la télé, qu'on n'a que des personnes individuelles. Mais j'aurais tendance à passer effectivement, comme le disait Annie tantôt, par un contrat d'abord pour bien définir les choses, pour s'assurer aussi, si on veut être dans la collaboration, qu'on soit dans la collaboration et pas dans la coopération où chacun fait son petit bout de son côté. Parce que ça, c'est toujours une grande tendance de ceux qui pensent pouvoir être plus efficaces ainsi, en disant on se partage le travail puis après on colle les morceaux. Donc, il y a effectivement une première étape sans doute à faire au niveau du contrat qui est posé, de comment va fonctionner le groupe, etc.
et auquel chacun doit s'engager, se sentir responsable. Et ensuite, effectivement, le travail aussi de l'accompagnateur, du formateur, de l'enseignant, peu importe comment on appelle ça, qui doit rester présent et ne pas se dire, ah bien là, je vais laisser les étudiants travailler ensemble et ils vont se débrouiller. Il y a quand même une présence à assurer, des interactions à stimuler parfois si on voit qu'elles ne sont pas là d'elles-mêmes. Donc voilà deux éléments que j'aurais tendance à mettre en avant pour ça. Mais mes collègues sauront sans doute en dire bien davantage parce qu'ils n'ont pas que la littérature à leur support, mais leur pratique également. Madame Gézégou. Alors, je vais parler en tant que praticien-chercheur, chercheur-praticien, hein, dans l'entre-deux. J'aime bien ces espaces-là. En fait, collaborer, c'est au regard d'un but commun. Donc, la question, c'est que tout le monde trouve un intérêt à travailler, à atteindre ce but. Déjà, c'est ça. Après, c'est trouver un intérêt. Ça, c'est le but commun, mais c'est exactement la même chose pour la coopération. Ensuite, alors là, c'est une question qu'il faut répondre comme ça à froid ou à chaud, je sais pas, c'est pas simple. Spontanément, je dirais. Ensuite, c'est susciter de l'intérêt du groupe, c'est-à-dire développer un sentiment d'appartenance au groupe. Hein. Et ça se décrète pas. C'est-à-dire que le formateur ou l'enseignant, enfin l'acteur pédagogique peut justement inciter à développer cette appartenance au groupe. Mais finalement, elle appartient aux personnes, aux membres du groupe. Et là, il y a des individualités, il y a des personnalités, il peut très vite y avoir une mise en synergie, comme il peut ne pas y avoir. Et là, c'est pour ça qu'on ne peut pas imposer une modalité de travail coopératif ou collaboratif. Ce serait antinomique de dire qu'on est dans un tutorat autonomisant de groupe, un tutorat de groupe autonomisant. Et faire une injonction, vous allez collaborer, vous allez développer tel type d'interaction sociale. Non, nous ne pouvons que inciter, c'est tout. Et fixer des règles de fonctionnement, mais même dans la manière de travailler, en disant, ben voilà, autant faire se peut, est-ce que vous pourriez faire ces activités ensemble et ainsi de suite. Mais la difficulté pour revenir à la première question du présentiel et du distanciel, c'est que, en fait, là, on est dans un asynchronisme des temporalités des personnes. Hein, c'est extrêmement difficile de trouver des moments communs pour travailler ensemble. Alors, soit en synchrone, soit en décalé, mais sur des synchronisations quand même assez rapprochées. Hein. Et ça, c'est extrêmement difficile à distance. C'est aussi pour répondre à la première question. Finalement, cette présence sociale, elle peut exister. Oui, mais elle est beaucoup plus complexe à mettre en place. Beaucoup plus complexe. Merci beaucoup, Monsieur Nola. Ah, votre micro est éteint, je crois. Je pense que mes deux collègues ont dit l'essentiel. Hein, donc, moi, je veux juste insister sur les qualités humaines hein, du formateur. Je crois que c'est une porte d'entrée intéressante, la posture du formateur, comment est-ce qu'on se présente aux étudiants. Et à ce niveau, les rencontres d'accueil, la première rencontre est souvent un moment déterminant parce que c'est à partir de là que tout commence. Et comment est-ce qu'on se présente aux étudiants? Parce que le contrat, c'est à ce moment-là qu'on commence à le rédiger lors de la première rencontre. Donc, je crois que le développement de la formation à distance passe par le développement ou une réflexion autour des rencontres d'accueil dans un premier temps. Comment est-ce qu'on se présente aux étudiants? Comment est-ce qu'on fixe les règles? Ensuite, et les collègues ici présents l'ont indiqué, hein, c'est-à-dire la formation à distance est particulièrement engageante tout au long. C'est-à-dire une fois qu'on a fixé les règles, comment est-ce qu'on est présent? Comment est-ce qu'on s'offre aux étudiants? Comment est-ce qu'on leur parle? Comment est-ce qu'on va les chercher en étant proactif? Comment est-ce qu'on prend des risques? Comment est-ce qu'on se remet même en question lorsque certaines choses ne fonctionnent pas? Parce que le lien, ça reste quelque chose de très fragile. Il faut y penser. On peut se tromper, c'est normal. Comment est-ce qu'on collabore avec d'autres acteurs qui nous appuient pour créer ce lien-là? Je crois que, comme Madame Gézégou l'a dit, le lien est complexe. Il faut y penser, il faut y réfléchir et puis il faut y consacrer du temps, à mon sens.
Merci beaucoup. Réponse très intéressante. Prochaine question, je vais y aller avec David. Vas-y, David. Oui, merci. Tout d'abord, merci pour les conférences très intéressantes. En fait, comme tout le monde, comme beaucoup de monde, ça fait 3 ans que quasiment maintenant qu'on s'est lancé dans l'enseignement à distance brutalement, on n'y était pas préparé, etc. Et donc, on se pose des questions. Mais c'est pas mon objet de recherche du tout principal. Donc, je sais, à un moment donné, quand je donne des cours, je suis pas satisfait, je me pose des questions, etc. Je suis heureux de voir que ces questions, elles sont partagées par plein de monde. Ça, c'est bien de ne pas se sentir seul. Mais aussi, à un moment donné, ça me fait penser un peu comme au choc culturel inversé, c'est-à-dire, à un moment donné, vous savez, quand le choc culturel inversé, c'est quand on revient chez soi, dans son pays, puis qu'on se dit, ah ben tiens, c'est comme ça, j'avais pas remarqué ça. C'est-à-dire que là, je me pose la question, est-ce que finalement, ça nous amène pas à nous poser des questions sur nos cours tels qu'ils fonctionnaient avant dans un autre monde en présentiel, et finalement, si les questions sont vraiment spécifiques à l'enseignement à distance. Et quand je dis ça, c'est une vraie question, c'est-à-dire que j'en sais rien en fait, mais plus j'avance dans cette réflexion depuis 3 ans et plus je me rends compte que j'ai l'impression que finalement l'enseignement à distance met notre pédagogie à nu parce que euh, euh, en fait, nos étudiants, quand ils sont dans le local, ils sont là physiquement, mais est-ce qu'ils sont là cognitivement, affectivement? Si on reprend les catégories de tantôt, j'en suis pas toujours sûr. Hein, bon, même moi tout à l'heure, j'étais en train d'écouter, mais en même temps, je faisais des petites choses sur mon ordinateur qui me demandent pas beaucoup d'énergie. Je pouvais le faire, du classement, tout ça, tout en écoutant. Mais est-ce que je le ferais en cours? Est-ce que je l'ai fait en cours? Bon, et c'est vrai que quand je parle de pédagogie à nu, c'est-à-dire que quand on est en présentiel, on compense par notre énergie, par notre présence physique, par les yeux, qui est quand même ce qui nous manque beaucoup, le regard quand on est à distance. Donc, on compense par ça, par l'énergie qu'on met à enseigner. Et donc, peut-être on est dans l'illusion de croire qu'on fait en fait un bon cours, que ça marche bien. On se dit, ah, aujourd'hui, ça a bien marché. Mais est-ce que cognitivement, il s'est passé quelque chose dans la tête des étudiants? Est-ce qu'ils ont progressé? Et donc, c'est pour ça que je sais pas, en fait, c'est une vraie question que je me pose. Est-ce que, finalement, ça nous, comme le choc culturel inversé, ça nous amène pas complètement à nous interroger sur toute notre pédagogie et qu'il y a des questions qu'on se pose de l'enseignement à distance, mais qui sont en réalité des questions de l'enseignement et pas des questions de l'enseignement à distance, finalement. Mais on se voile la face un petit peu et je me mets dedans quand on est en présentiel par toute cette énergie, le contact des yeux, etc., le fait qu'on puisse regarder plus concrètement ce qui se passe. Voilà. Donc, j'ai une Excellente question, question David. commentaire. Oui, Comment? mais je trouve ça, je sais pas si tu voyais sourire, là, mais c'est vraiment, nous, au CSIPU, là, une question qui nous anime aussi, là, de voir, en fait, tout ce qui émerge depuis on a été propulsé dans le non-présentiel dans les dernières années, là. Je sais pas, Madame Jézicou, Monsieur Nola, Madame Papi, si vous avez des réactions à ce commentaire. Je vais bondir, je vais laisser les experts intervenir après moi. Donc, je vais bondir rapidement en disant que, David, tu confirmes exactement ce que moi j'ai entendu les professeurs dire dans le cadre de ma thèse. Parce que lorsque je faisais ma thèse en 2020, je me suis intéressé à l'expérience de transition des professeurs qui partent de la formation en présentiel pour la formation à distance. Et ils me disaient exactement ce que tu dis là en ce moment, à savoir que la formation à distance vient comme nous secouer, nous réveiller. Et là, on commence à se poser la question de savoir si en présentiel, on était même présent, en fait. Là. Donc, c'est juste ça que je voulais dire et je vais laisser Annie et puis Katia continuer. Alors moi, j'ai capté deux choses dans ce que vous avez dit. Ça fait à peu près 30 ans que j'expérimente la formation à distance. Alors, je vous explique pas à l'époque. Hein, alors c'est pas le courrier, hein, mais presque. Et ce que j'ai pu voir du point de vue des praticiens, un peu moins du niveau de la recherche, mais surtout au niveau des praticiens, c'est que finalement, le grand atout de la formation à distance, c'est de reposer le pédagogique. C'est de reposer les fondements pédagogiques. Effectivement, si on a une pratique pédagogique inchangée, eh ben, elle est inchangée, avec les mêmes effets. Et en même temps, si on est dans une logique transmissive et que finalement, on est dans
un théâtre médiatisé, hein, où l'acteur central est la personne, je dirais ça produira les mêmes effets. Sauf que les effets, on n'apprend pas tous de la même manière. Voilà. Hein, il y a des personnes pour qui le transmissible fonctionne extrêmement bien parce que cognitivement, ça leur convient. Hein, on n'apprend pas tous de la même manière. Mais par exemple, dans la conception des ressources multimédia, ce qu'on nous appelle ressources multimédia, je sais pas comment vous dites au Québec, le support pédagogique médiatisé, l'emblée, la méthodologie, c'est de poser les objectifs. À l'issue d'un an, vous serez capable d'eux. Est-ce qu'on le fait en présentiel? Pas forcément. Alors nous, en France, pas forcément. Hein. C'est pas une pratique généralisée, malgré que nous avons des grands centres d'appui à la pédagogie dans les universités ou ailleurs. Hein. Donc, ça, c'est vraiment très, très intéressant. La pédagogie, elle n'est pas à nu. La pédagogie, elle est remise en question. J'aime beaucoup votre expression pédagogie à nu. Ça veut dire comme si elle a été dépossédée de quelque chose. Non, elle n'est pas dépossédée. Elle est complètement pleine et elle est active. Et ça, c'est très intéressant. On n'a jamais interrogé autant au niveau collectif et individuel la pédagogie, même en présentiel, que depuis on développe la formation à distance. Et ça, c'est un constat que je fais depuis toutes ces années où je suis aussi praticienne de la formation à distance. Après, il y a la question de la présence. Alors, il y a la présence et il y a l'absence. Hein, d'accord. Après, il y a la proximité et la distance. Ce sont deux notions dialogiques qu'il faut absolument pas confondre. Hein. Souvent, on dit présence et distance. Non, c'est deux couples différents. Présence, absence, distance, proximité. Alors, moi, je suis très prudente sur la question de la présence parce que la présence, c'est pas de l'accompagnement tout au long de la nuit. Vous voyez. C'est pas une injonction à l'accompagnement tout au long de la nuit. Ça, c'est une expression que je dis à mes étudiants. Bon, écoutez, ça suffit. Si je suis dans une logique où vous devez vous autodiriger, en plus je les forme à l'autodirection, je ne peux pas pratiquer une présence qui serait pour moi absolument épuisante. Donc, la présence pédagogique, elle est à trouver un petit peu comme dans la relation de soins, hein, dans la relation de soins des professionnels de la santé. Ils sont aussi, et d'ailleurs il y a beaucoup de travaux sur la présence aux patients, présence physique aux patients, c'est de trouver le bon curseur. Il y a des moments, il faut détecter parce qu'il y a des signaux qui nous sont envoyés une présence et à un moment donné, il faut se mettre en recul pour être en absence. Je dis pas à distance, en absence. Donc, c'est vrai que les trois couples présence, présent, à force de répéter, présence, présence, absence, distance, proximité, c'est à jouer. Et alors là, il n'y a pas de règle. Moi, je trouve que c'est du bon sens. Tout à l'heure, Jean-Marc me disait parler des qualités humaines, mais c'est des qualités aussi pédagogiques de sentir à un moment donné si on doit être présent ou absent. Et effectivement, et là, moi, je suis d'accord avec vous, la pleine présence à l'autre, voilà, c'est lorsque nous sommes physiquement proches les uns des autres. La pleine présence à l'autre. On ne pourra jamais compenser cela ou réaliser ce rêve-là de la pleine présence à l'autre ou aux autres en situation médiatisée. Et c'est pour ça que je trouve que les modalités hybrides sont extrêmement intéressantes dans la gestion de cette présence. En tout cas, merci pour votre remarque. J'ai beaucoup pédagogique à nu, je trouve que c'est une très belle expression. Merci. Merci. Katia? Oui, j'ai adoré aussi cette remarque et puis mes collègues ont déjà dit beaucoup de choses, donc j'ajouterais peut-être juste un élément qui vient confirmer tout ça. Vous vous rappelez, on a pour le primaire, secondaire, etc., on leur a dit restez au savoir essentiel quand on est passé à la pandémie et on a limité au savoir essentiel. Et alors là, beaucoup d'enseignants ont remarqué que ils donnaient beaucoup d'autres choses à leurs élèves. Qui finalement n'étaient pas essentiels, qui correspondaient pas à ce qui était évalué. Puis tout d'un coup, l'idée d'alignement pédagogique là a été comme un renouveau. Oui, il faut peut-être évaluer ce qu'on enseigne, qui correspond à des objectifs. Donc on a effectivement vu comme un retour sur des bases, mais qui n'étaient plus pensées parce que c'était il y a telle chose, ça a un lien avec mon cours, c'est la thématique, je vais le mettre dedans. Et là, tout d'un coup, on s'est dit oui, on peut peut-être pas non plus aller dans tous les sens. Il faut se recentrer et ça aura sans doute eu effectivement beaucoup de bon, ce passage par la formation à distance, aussi déconcertant qu'il ait pu être. Merci. Prochaine question pour vous.
Puis peut-être que vous avez participé ou mené des recherches à cet égard-là. Est-ce que l'enseignement à distance a un impact sur les relations inégalitaires qui seraient fondées sur la race, le genre, etc.? Puisque lorsqu'on parle de collaboration, on parle du principe de symétrie, d'égalité. Dans vos travaux, est-ce que c'est quelque chose que vous avez rencontré, cette asymétrie qui serait issue de la catégorisation des personnes selon le genre, la race, les origines? Oui, Madame Gizegou? Oui, alors nous avons, mon département a un très gros dispositif de formation à distance. Alors, c'est pas du tout où la modalité pédagogique dominante, c'est l'apprentissage de groupe, en groupe. C'est une volonté collective pédagogique de développer ce type de travail parce que nous formons des futurs formateurs d'adultes, hein. Donc à la pédagogie, à l'ingénierie, ainsi de suite. Et c'est pas vraiment nous les incitons, nous les invitons très poliment, très gentiment à mettre en place une démarche collaborative à distance. Des fois, ça fonctionne selon les groupes, d'autres pas. C'est pour ça que je vous ai proposé le triangle vouloir, pouvoir, savoir, parce que ça dépend pas du formateur ni de la formatrice, hein, certainement pas. Mais ce que nous avons remarqué, c'est des regroupements. Nous les laissons libres des groupes, c'est-à-dire qu'ils sont libres d'aller avec qui ils le souhaitent. Et ce que nous avons remarqué, c'est que ça se fait que les groupes se constituent par affinités, qui ne sont pas des affinités, je dirais, cognitives ou intellectuelles, parce qu'ils n'ont pas le temps de se connaître finalement, hein. Elles se font d'emblée par région géographique. Donc, d'emblée, c'est vraiment depuis tout ce temps que l'on observe la constitution du groupe, elles se font majoritairement comme ça. Il y a, je sais pas si c'est conscient, inconscient, parce que je pense qu'il y a le sentiment d'appartenance qui joue, il y a des valeurs, il y a des modes de fonctionnement. Donc moi, après, dans des groupes qui seraient beaucoup plus mixtes, par exemple âge, homme, femme, je ne suis pas au sein des groupes, je ne sais pas ce qui s'y passe, mais j'ai pas perçu particulièrement de discrimination les uns envers les autres, mais après, tout dépend des personnes qui composent les groupes, hein. Voilà. Merci. Madame Papy, Monsieur Nolan? Oui, enfin, ça, les questions, moi je dirais pas discrimination, mais je dirais beaucoup plus des craintes, s'observent le plus souvent dans le cadre des travaux de groupe, dans le sens où généralement, quand les étudiants veulent former un groupe, et surtout quand le professeur donne la latitude aux étudiants de former eux-mêmes leur propre groupe. D'ailleurs, c'est l'idéal, laisser les étudiants former eux-mêmes leur propre groupe, parce que quand tu es prof et que tu commences à imposer des groupes, ça peut braquer les étudiants, et ça peut donc briser des liens. Donc, le plus souvent, lorsque nous laissons les étudiants construire leur propre groupe, il y a l'enjeu de la note, qui est un enjeu important. Et compte tenu de cet enjeu de la note-là, si ils se connaissent déjà en présentiel et qu'ils connaissent leurs forces, les forces iront entre eux. Donc, ça fait que les étudiants, par exemple, immigrants qui sont là, parce qu'on ne les connaît pas, il y aura de la réticence à les intégrer dans un certain nombre de groupes. Donc, ça se vit déjà en présentiel. En formation à distance, ça peut se radicaliser dans la mesure où, généralement, parfois, l'appréciation, ça c'est mon hypothèse, l'appréciation de la force ou de la performance de la personne qu'on appelle dans notre groupe peut être liée à ces éléments dont nous sommes en train de parler. Donc, je crois que à ce niveau, l'accompagnement, une fois de plus, joue un rôle important, les suivis, la coordination, la proactivité du formateur joue un rôle important, la sensibilisation aussi, là. Voilà, donc, mais ça reste un sujet suffisamment délicat, là, voilà.
Merci. Je ne sais pas, Madame Papy? Oui, ben, comme les deux collègues ont parlé au niveau des groupes, peut-être au niveau plus individuel, comme on a à la TELUC, ça me fait penser à ce que disait André-Jacques Deschênes, donc un de nos anciens qui est à la retraite, et qui disait que la formation à distance telle qu'on l'a fait à la TELUC, donc en mode asynchrone, etc., lui semblait justement favorable à éliminer des discriminations, des préjugés, des a priori, etc., mais dans les deux sens, c'est-à-dire évidemment de l'enseignant envers l'étudiant qui ne voit pas forcément. Bah, maintenant, on a beaucoup plus de visioconférences, mais dans le passé, c'était quand même assez rare les visioconférences. Et aussi dans l'autre sens, où il disait finalement, l'étudiant, il n'est pas là à voir le prof s'agiter sur l'estrade et à se dire, oh là là, vraiment, il a mauvais goût vestimentaire, ou j'aime pas sa coupe de cheveux, ou quoi, puis ça me crée un biais inconscient quelque part. Il disait, parce que de toute façon, il le voit pas, là, il a un cours avec de l'écrit, etc. Au pire, il y a peut-être une photo ou une petite vidéo par-ci par-là, mais pas plus. Et il disait que finalement, ça pouvait aider et à neutraliser puis à enlever quelque part des a priori ou autres éléments perturbateurs. Donc voilà, juste pour ajouter. Merci. Je trouve ça fascinant parce que ça revient un peu à ce que disait David tout à l'heure. On se pose des questions qu'on se pose aussi ou qu'on devrait du moins se poser en ce qui concerne notre enseignement en présence. Sur cette question, comme vous l'avez soulevé, M. Nola, là, de la constitution des groupes qui reste un enjeu quand même assez important dans nos cours en présence également. Il y a une proposition, question, et si l'on donne un bonus aux groupes les plus variés ou les plus avec la plus grande diversité, c'est peut-être un incitatif. Rapidement, je vais prendre la question de Myri, puis de Radi. Et puis ensuite, on a des questions là, qui avaient été formulées par le panel et j'aimerais au moins en poser une. Vas-y, Radi, excuse-moi. Oui, je voulais revenir un peu sur la notion d'évaluation formative avec M. Nola. Il y a une question qui me travaille, qui reste en suspens. Si on veut optimiser cette évaluation formative, est-ce qu'il y a des critères? À quel moment on poserait des questions d'évaluation formative? Dans le début, la fin, ou bien après un concept, ou après, est-ce que pour optimiser cette opération-là et la rendre plus efficace, est-ce qu'il y a un critère, est-ce qu'il y a des études dans ce sens-là? Je pense que Katia disait tantôt que le premier élément intéressant, c'est la variation des formats d'évaluation d'abord. C'est-à-dire que le fait que le formatif puisse se faire en audio ou en vidéo, je le vois là dans mes propres cours en formation à distance. Lorsque je m'enregistre et puis que je le communique à l'étudiant, c'est toujours beaucoup plus apprécié. Moi, je suis dans l'idée de l'évaluation continue. Donc, l'idée de l'évaluation continue est, selon moi, la meilleure façon d'optimiser le formatif, c'est-à-dire, tu parlais tantôt de régulation, Radi, la régulation, elle est préactive, interactive et post-active. Là, donc, l'idéal serait que ce soit ces trois moments-là qui soient respectés, c'est-à-dire, je peux poser des questions avant un concept pour allumer un certain nombre de choses, parce que quand on discute avec les étudiants, ils ne viennent pas comme des coquilles vides, ils viennent avec un certain nombre d'idées là. Donc, pour asseoir ce qu'on veut enseigner, il faut toujours partir sur la base des questions. Ça peut être un quiz, ça peut être n'importe quoi, question de savoir où est-ce qu'ils sont rendus. Alors, une fois qu'ils sont nourris, il faut revenir là-dessus, peut-être pour voir comment est-ce qu'ils exécutent la tâche. Ça permet de consolider les apprentissages. Et à la fin, je dirais pas à la fin, mais à un certain moment, il faut revenir. Donc, je dirais que l'évaluation formative ne sera optimisée ou optimale qu'à partir du moment où c'est en boucle que c'est fait. Naturellement, il y a un collègue tantôt qui disait, mais ça prend beaucoup de temps aux formateurs parce que ça prend des compétences en évaluation, ça prend la maîtrise des technologies. Que ce soit les professeurs ou les chargés de cours, on est débordés. Et là, peut-être la solution sera la renégociation de nos salaires et tout là pour qu'on ait suffisamment de temps pour accompagner la formation à distance. Ça, c'est un défi important parce que l'un des enjeux de la formation à distance aujourd'hui aussi, c'est que est-ce que
nos conventions collectives sont adaptées. Je voudrais pas ouvrir une porte dangereuse là, mais cette question-là, elle se pose aussi à la réalité de la formation à distance. Est-ce que on a une estimation exacte du niveau d'investissement du professionnel, que ce soit au niveau des chargés de cours? Est-ce que les règles qui prévalaient pour le compte de la formation en présentiel, le fait qu'on les ait transposées quelquefois en formation à distance, est-ce que ça fonctionne exactement? C'est des questions qui fâchent parfois et que je n'aime pas beaucoup aborder. Donc, mais comme tu m'étais en la perche, c'est pour ça que je le dis là. Voilà. Je vais attraper la patate chaude, comme on dit. Très comique qu'on vient de régler 2 conventions collectives ici à l'UQO avec le personnel enseignant. C'est une question aussi qui avait été posée antérieurement, cette question-là de la reconnaissance du travail là, tout à l'heure. C'est une question qui avait été posée. Je vous poserai une dernière question. On me demande un peu de discipline, là. Je regarde les yeux de Rodney, pour que l'on puisse terminer à midi pile. Puisque je veux juste rappeler à la salle là, que de 13h à 15h, nous avons une table ronde avec des personnes enseignantes de l'Université du Québec en Outaouais, donc de vous, qui vont discuter là, de leurs pratiques et des différents enjeux qu'ils rencontrent. Donc, petite question, pas du tout. Quels aspects de l'enseignement à distance voulons-nous continuer à développer au regard des interactions, de l'évaluation et de la collaboration, c'est-à-dire quelle suite envisagez-vous en ce qui concerne la formation à distance lorsqu'il est question d'interaction, de collaboration et d'évaluation? Peut-être dans l'ordre, Madame Jézégou d'abord. Moi, je suis pas du tout une spécialiste de l'évaluation. Donc, écoutez, je vais être logique avec, depuis le début du propos. Un de mon propos, c'est développer des situations d'apprentissage solidaire. Je trouve que c'est très important. Alors, à mixer avec des périodes de travail un petit peu plus solitaires, bien évidemment, hein. Le tout groupe épuise. Hein. Nous, nos étudiants, ils en ont marre des groupes par moment. Hein. Je dis, encore travail de groupe. Oh, voilà. Donc, il faut pas amener les étudiants à être trop solidaires non plus parce qu'ils risquent de se désolidariser, voire de se liquéfier et puis de redemander à repartir tout seul. Donc voilà, c'est développer des situations d'apprentissage solitaire. Ensuite, moi, je voudrais peut-être apporter quelque chose d'un peu plus méta sur la question de l'innovation. L'innovation est un mot à la mode, surtout dans le domaine de la formation à distance. On crée du nouveau au niveau macro, méso, micro et ainsi de suite. Moi, j'ai envie de dire qu'il faudrait effectivement prendre des risques et puis être des ingénieurs ingénieux, comme on dit, hein, des créateurs, des créatifs, et se dire que innover, du point de vue de l'apprenant, ça veut dire quoi? Parce qu'on a une fuite en avant de l'innovation qui finalement, je trouve, tourne un petit peu en rond. Hein, mais moi, c'est l'ancienne, hein, je parle comme une ancienne, là, qui tourne un peu en rond et finalement, on se rend compte que les choses n'ont pas forcément beaucoup évolué. Hein, il y a une espèce d'enracinement dans les représentations et les pratiques qui sont extrêmement difficiles à lever. Donc, prendre des risques et puis se dire que voilà. Innover, c'est améliorer les conditions d'apprentissage de l'apprenant. Voilà, on prend la définition. L'innovation, c'est l'amélioration des conditions d'existence de l'être humain. J'aime beaucoup cette expérience, cette expression parce que je la trouve très humaniste. Hein. Innover, c'est améliorer les conditions d'existence de l'être humain. Donc, innover en formation, c'est améliorer les conditions d'apprentissage de l'apprenant. Et puis, alors après, là, je peux pas m'en empêcher, c'est que alors nous, c'est quand même encore assez net en France, c'est de rapprocher la recherche de la pratique. Hein. Voilà, théorie pratique, voilà, théorie pratique. Bon, non, elles sont complètement complémentaires, parfois antagonistes, mais complètement complémentaires. Et donc moi, je n'ai de cesse de me dire qu'il est important qu'il y ait de la réciprocité. C'est-à-dire que la recherche produit des connaissances sur des phénomènes
Et il est important que les, entre guillemets, praticiens ou les professionnels, alors les chercheurs sont aussi des professionnels de la recherche, mais on va dire les praticiens entre nous, c'est le terme qu'on utilise en France, se saisissent de cela. Et une fois qu'ils se sont saisis de cela, que nous, les chercheurs, nous allions observer les effets. Et je trouve que ces deux mondes ne dialoguent pas suffisamment. Donc voilà, j'ai répondu au niveau macro, j'ai pas répondu au niveau au niveau plus par rapport à votre question. Excusez-moi, mais voilà, c'était ce que j'avais envie de Une partager avec vous. merveilleuse réponse. J'aime beaucoup cette définition de l'innovation. Je pense que l'on doit tous et toutes reprendre. Monsieur Nolla, rapidement, une réponse à cette question vaste? Oui, une réponse, c'est la question du bien-être, bien-être des enseignants en formation à distance. Je pense que c'est une question essentielle. Si on n'est pas bien, on peut rien donner aux étudiants. Donc, ça concerne la question de la charge de travail, la question de l'accélération, du développement des technologies. Pourquoi on fait la formation à distance? C'est la question du sens. La formation à distance est généralement inscrite dans une logique de compétition d'une université versus d'autres universités. La logique de l'internationalisation, la massification de la formation à distance. Je crois que il faut que l'humain soit replacé au centre des affaires et les enseignants, je pense que leur bien-être est une question essentielle dans cet univers-là. Merci beaucoup, Madame Papi. J'adhère pleinement à ce qu'ont dit mes deux collègues, puis dans la même lignée de mise au centre de l'humain, j'aurais tendance à dire faut qu'on continue à réfléchir à cette expérience de l'étudiant à distance, comment il vit ça, comment on peut l'accompagner du début de sa formation à la fin, et pas simplement au début tu as de l'administration, puis là tu as un cours, puis là tu as un autre cours, puis c'est pas attaché. Donc essayer de favoriser une expérience agréable et optimale humainement, autant que sur le plan de l'apprentissage pour nos étudiants.